Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the strike. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash big into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est qui en pôle, le numéro 139. Cette semaine, on se retrouve pour débriefer le Grand Prix de France qui s'est déroulé au Mans il y a quelques semaines. Avec moi, le trio de choc, Cyril. Comment tu vas, Cyril ? Ça va. Et toi ? Ça va, merci. Avec nous, Stéphane. Ça fait un moment, Stéphane. Ouais, c'est vrai. Comment ça va ? C'était bien le Superbike à Assen ? C'est super. Et avec nous, c'est pas un nouvel invité, il a juste une voix un peu particulière aujourd'hui. C'est Pierre pour vous servir. Ouais, toujours champion du monde, donc ça va. Tu prépares The Voice ? Ouais, désolé, c'est... T'as changé de t-shirt d'ailleurs. C'est pas mal. Fan club Pecco Bagnaia, toujours. Est-ce que tu vas nous le faire jusqu'à la fin de la saison, le toujours champion ? Ouais, ça s'appelle un running gag. Ouais, c'est commencé à être long, hein. Au bout de 20 courses, ça va être long. Par Non, contre. il est toujours champion tant qu'il est plus champion. C'est vrai. Et on pourrait faire la main avec Bautista aussi. Hein. Ouais, aussi, mais vu qu'on parle pas de Superbike, on n'a pas besoin. Pas trop. T'as failli dire on parle pas de la Ligue 2, mais... Oui, mais ça serait reprendre les blagues de la Ligue 2 des podcasts, donc on va s'abstenir. Oh. Ouais, on va commencer avec le traditionnel jeu concours. C'est Alix, cette semaine, qui va remporter les petits goodies C'est qui en pôle après avoir donné la bonne personne pour la qualification MotoGP. Bravo. Ouais. Bravo à Bagnaia pour sa pole aussi. Tu spoil. Ça va être que ça, toi. Bon, alors on va parler des news un petit peu. Pierre, est-ce que tu veux nous en parler ? Donc, on avait le retour du Moto E pour la première fois cette saison avec le Grand Prix de France. Donc, on vous en a parlé ici. Donc, c'était des Ducati. 18 motos au départ. Ouais. Malheureusement, sans le challenger numéro 1 de la catégorie, donc Eric Granado, qui s'était blessé en World Superbike le week-end d'avant. Une grosse chute, d'ailleurs. Des bonnes performances annoncées, des records qui ont été battus. Donc, Et les premières Ducati qui perdent pas d'huile, du coup. qui perdent pas d'huile et qui font pas de bruit, hein, d'ailleurs. Ce qui est très perturbant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, côté Moto 3, il y avait pas grand chose à dire en termes de news. Il se passe pas grand chose. C'est pas encore la vraie mi-saison avec le mercato. Par contre, en Moto 2, on a eu une nouvelle pour laquelle on a un peu tous tombé des nues. Je pense c'est la séparation d'Ala Porta avec son team cette mi-saison. Comme quoi, ça sert pas à grand chose d'être champion du monde en Moto 3. Il y a 4 ans. Oui, mais quand même champion du monde. Mais Il y a 4 ans. est-ce qu'il y avait de la concurrence en 2019 dans la catégorie? Ouais, si, il y a toujours de la concurrence en Moto 3. Il y avait Darren Binder, quoi. Mais il n'est pas Bagnaia, genre il n'y a pas de concurrence. Ouais, donc Pierre, Oh, regardez ça Ah pas. non! J'ai pas dit ça! La grosse attaque. Ça, c'est cadeau. Ouais, on va parler un peu de ce qui intéresse vraiment les gens apparemment. Juste un petit mot côté MotoGP sur l'absence de deux personnes qui commencent un peu à manquer sur le plateau. C'est l'absence de Bastianini, qui sera toujours absent au Mans. Il devait revenir et finalement ça ne se fait pas. Potentiellement de retour en Italie. Et l'absence de Paul Espargaro, dont on a très peu de nouvelles à part le fait qu'il est en train de reprendre les préparations sportives. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'avec l'accident qu'il a eu, qui semblait quand même relativement important, il était temps de le revoir sur pied. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc c'était la petite aparté opération médicale des pilotes. Mais pour rester dans le thème pour ce Grand Prix surtout, parce que c'est quand même 2 semaines qu'il est passé. Raúl Fernandez participera pas au Grand Prix. Il était là en début de week-end et il s'est fait opérer du syndrome des loges il y a quelques semaines. Et l'état de son bras était pas suffisamment bon pour revenir ce week-end, donc on l'a pas vu rouler. L'absence de Bastianini, ça nous a permis de revoir Petrucci sur une Ducati. Sans Koala, mais avec son camping-car. C'est ça, mais c'était vraiment chouette de le revoir. Je crois que Raúl Fernandez était remplacé par Lorenzo Savadori, le essayeur d'Aprilia. C'est ça. Et Paul Espargaro, Folger. Folger, Toujours. ouais. Folger, qui est sûrement en train de finir son tour de piste d'ailleurs. Il y a plus de points que Johan Mir au championnat. Jaune. Non, par contre, pour rebondir sur Petrucci, merde. c'était vraiment chouette. Enfin, moi, j'avais oublié à quel point il était grand sur sa moto. Je l'avais pas vu. Mais en vrai, il depuis. est pas grand. Hein. Il est plus... immense. Ouais, l'info importante quand même, c'est Pirot qui est reconduit comme pilote d'essai jusqu'en 2026. Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Je pense, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Bah, la Ducati est une moto qui se développe bien, donc. En même temps, ils ont beaucoup de pilotes essayeurs. C'est vrai. Il y en a qui roulent tous les week-ends. Ils en ont 7 sur 8. C'est ça. Non. Sachant que le seul qui n'essaye rien, c'est Bezzecchi parce qu'il gagne des courses. Donc... Non, mais la vraie question, les vrais pilotes essayeurs, c'est à voir parce qu'aujourd'hui, KTM en a 3.
Folger, Kallio et Je Pedrosa. suis pas sûr qu'il fasse beaucoup. Hein. Ouais. Donc à voir si il faut muscler les test teams avec 2 pilotes au lieu d'un. Ouais, c'est ce qu'on à disait. l'avenir, En quoi. plus, t'as quand même des pilotes d'essai qui font des remplacements quand il y a des blessures. Du coup, en fait, quand tu te retrouves avec des pilotes d'essai qui sont en piste et qui roulent pas assez pour faire des performances, je pense qu'il y a quand même il y a un besoin de turnover dont on discutait dans les précédents épisodes qui est quand même intéressant comme question à se poser. La J'ai plus pas grosse la- solution, c'est celle de Yamaha où t'as mis que 2 pilotes comme ça. Ouais. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de pilotes Mais ils remplaçants. ont quand Mais même, dans le challenge du ils ont plus de pilotes d'essai que de pilotes titulaires quand même. Ils en ont plus en Superbike qu'en MotoGP. Ouais. Bon, et la dernière info importante quand même qui pour moi est relativement l'événement du week-end sur ce Grand Prix, c'est le questionnaire soumis aux pilotes en termes de pénalités. On sait que les pénalités ça fait débat depuis le début de la saison, surtout avec l'excès de pénalités qui peut nous faire un peu râler sur ces dernières courses. On essaie de doser. Et donc on a appris que le vendredi il y avait une réunion avec les stewards entre certains pilotes, certains teams. Et avant ça, il y a eu un questionnaire qui a été soumis à tous les pilotes et aux team managers, si je dis pas de bêtises, c'est Johan Zarco qui en parlait dans un des débriefs, pour lesquels ils ont eu 16 questions auxquelles il fallait répondre avec des situations de course, apparemment de course passée, sur lesquelles il fallait dire si c'était incident de course, fait de course, si ça méritait une pénalité, etc. Et Johan Zarco en rigolait en disant moi qui étais jugé comme pilote agressif, j'étais dans aucune de ces situations. Et Marquez a dit que la seule chose qui méritait autre qu'un fait de course depuis ce début de saison, c'était son torpillage à Portimao sur Oliveira. Ah, il est fier. J'ai bien aimé le gros troll qui l'envoie à la direction de course. Après, il a raison, hein, Oui. fondamentalement, mais un beau tacle qui l'envoie à la direction de course. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, donc il y a eu ce questionnaire qui a été soumis, il y a eu une conversation avec les stewards. Apparemment, il y a eu des choses qui ont été décidées, mais il y a eu aucune communication dessus. J'imagine que ça va se faire dans les prochains week-ends, ou alors ils vont décider d'un règlement. J'attends toujours la pénalité de Vignales. Hein. On va partir, on va laisser Pierre finir. On n'a pas cet parlé du épisode. débrief encore. J'ai pas encore réussi à récupérer le numéro de Freddy Spencer. Donc, on va changer le nom de l'émission, c'est qui en Ducati? Le plus gros Avec intérêt, Zeki, hein, on peut en parler si vous voulez. On peut faire un épisode Begnaya, un épisode Bezeki, y a pas de souci. le plus gros intérêt, c'est quand même qu'ils se parlent. Oui, Et que Ça, c'est au moins, important. ils essayent de trouver des consensus sur ce qui se passe en piste. C'est Ouais. sûr que ces derniers Grands Prix, c'est n'importe quoi, les pénalités. Enfin, il se parle. Zarco, il a dit j'y suis même pas allé, j'avais des obligations par ailleurs. Ah, alors ça, c'est un autre problème. Je pense que les pilotes devraient... ça devrait pas être facultatif. Je pense. Ouais, mais en même temps, est-ce que tu privilégies d'aller parler aux stewards sur des trucs où tu sais que tu vas être écouté à moitié, ou est-ce que tu privilégies le fait de préparer ta course du dimanche et Ouais, parce que- Si un jour t'es impliqué dans un accident, tu peux pas dire ah bah c'est pas bien ce Oui, qu'ils ça, ont fait, parce qu'on va dire bah, il c'est fallait après, venir à la réunion pour dire que là t'étais pas d'accord sur ce fait sur cet incident qui est de longue Après, durée. j'imagine que s'ils décident des trucs en course, vu qu'ils ont impliqué les pilotes et les teams avant, ils vont leur reparler de ça avant. Et de toute façon, il me semble que les pénalités sont décidées avant chaque début de week-end. Donc, ils ont aussi leur mot à dire. Et Bah, de- justement, vas-y pour dire ton mot. Mais de toute façon, c'est la même discussion qu'on a depuis le début, c'est que ça manque d'un comité de pilotes qui l'ouvre comme ils ont en F1 et que tant qu'il n'y aura pas ça, ça posera problème. Sinon t'as un steward qui fait tous les grands prix, qui met les mêmes pénalités. pour Spencer, il est là chaque- tous les grands prix. Ouais, Ouais, t'as je connais. Spencer, mais c'est Capir aussi qui est avec eux. Non, c'est Non, Capir. Capir aussi, il a la sécu. Je crois qu'ils sont 3 et il Ouais. y a que Spencer qui est à Il est l'année. constant. qui est Il est permanent. régulier. Mais ouais. ce qui est assez lunaire, c'est quand même, on a quand même Spencer qui connaît, qui a quand même vécu des courses et qui maintenant met des pénalités sur des trucs. C'était il y a C'était 30 plus ans. la même époque, C'était il y a c'est 30 ans. certes, mais C'est plus la même époque, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est de toute façon, tous les pilotes sont là le jeudi. Le jeudi, s'il y a des obligations, bah, tu dis le jeudi de 11h à midi, tu n'as pas d'obligation. Et l'obligation, c'est que tout le monde soit réuni pour parler de ce sujet-là. après, C'est un sujet ça majeur. commence à faire beaucoup. Si tu dois aller à toutes les réunions, que le dimanche matin, tu peux pas faire Pas tes toutes. débriefs parce que tu vas faire un tour de parade en camion, Non, c'est une fois. ça fait beaucoup d'obligations. Enfin, quoi. Non, c'est sûr. obligatoire. Je pense que il faut, à un moment donné, qu'ils se mettent tous autour d'une table, qu'ils en discutent ouvertement, quitte à ce qu'ils se mettent sur la gueule. Mais Surtout que c'est le week-end, ils créent la polémique, les pilotes, en disant oui, il m'a attaqué, il Exactement. aurait pas dû avoir, j'aurais dû avoir une. Ah, non, mais alors, et là, bah, il s'est discutez passé, tous. certains ils sont allés et ont sorti certaines infos de la réunion, mais pas tous. Et résultat, bah, t'as l'avis des uns et t'as l'avis des Mais autres. moi, et pour le coup, personne ne peut trancher. j'ai entendu que Zarco en parler. Quartararo aussi en a il en parlé, et justement où il dit bah on s'est retrouvé en réunion où on n'était même pas tous d'accord sur comment devait être jugée une action en piste. De toute façon, c'est ce que Michel Turcot disait et que je trouve assez pertinent, c'est qu'aucun pilote ne sera d'accord parce que les pénalités, tu vas avoir envie qu'elles soient à ton avantage en fonction de ce qui s'est passé avant dans tes courses. C'est ça qui est pas possible.
Mais ça serait bien qu'ils aient au moins des pénalités qui soient à la majorité du monde. Ça doit pas être à la majorité, ça doit être juste. C'est la commission qui doit faire en sorte que ce soit juste. Oui, mais que ce soit juste à la majorité. Si t'as sur la moitié des pilotes, t'en as 3/4 qui sont pas Non, d'accord. parce que dans ce cas-là, tu peux avoir le clan Ducati, tu peux avoir le clan des Espagnols, tu sais, qui vont toujours voter dans le même sens. Enfin, tu vois, tu peux pas avoir. De toute façon, le gros du problème, c'est que t'en es arrivé à cette situation-là. C'est-à-dire où chaque décision est discutée. Et discutable. C'est ça, et mais en fait, la moindre action est devenue pénalisable. Et en fait, c'est ce qu'on disait en off la dernière fois, c'est que des actions qui datent d'il y a quelques années avec Rossi, Stoner, etc., on n'aurait pas eu le spectacle qu'on avait, et des actions qui maintenant, même des actions qui ne sont pas dangereuses, comme on a pu le voir avec Pecco qui s'excuse la dernière fois. Ça, par contre, c'est abusé. La qualité de Pecco, il était jamais. Non, mais oui. Mais là, ça va trop loin. Il y a quelques années, la pénalité du dimanche de Bezzecchi qui envoie Marquez dans le long lap, tu l'aurais pas eu il y a quelques années. Enfin, Et le fond du problème, il est là, c'est qu'à partir du moment où tu ouvres, où t'as trop de décisions qui ouvrent des discussions, bah tu discutes. Non, mais c'est ça. Enfin bon, je pense qu'on pourrait en discuter. On pourrait en discuter pendant des heures. On a quand même une petite news qui concerne pas le MotoGP ni les autres catégories du championnat, mais qui concerne le Superbike mondial et qui, je pense, est une info importante parce que c'est la rumeur ultime dans les paddocks depuis, je sais pas, depuis 20 ans, depuis qu'il est né, ce mec en fait. Stéphane, je te laisse nous en parler. C'est vrai. Et Toprak va quitter Yamaha pour BMW. Alors on connaît pas du tout la durée du contrat déjà, donc il signe pour 2024. Mais jusqu'en il signe en voiture, c'est ça? Mais attends, tu veux dire que Toprak ne va pas en MotoGP, Stéphane? Non, il va faire les 24 heures du Mans. En voiture. Du coup, il a quitté Yamaha pour soi-disant un nouveau challenge. Ça va rien avoir du challenge. Voilà. Vraiment. Donc donc Yamaha se serait aligné parce qu'il y a Toprak demandait beaucoup d'argent, donc Yamaha se serait aligné et BMW aurait récolté les faveurs de Toprak qui voulait un nouveau challenge pour les années futures. Ok. La question qui se pose, c'est à la place de qui? Redding ou Van der Mark? Ou Baz. Enfin, tu recrutes pas Toprak pour le mettre chez un client, quoi. Ouais. Non, Toprak va chez BMW Factory, mais du coup, il reste 4 pilotes pour 3 motos, sachant que tous les pilotes BMW ont la même moto. Okay. Ils ont tous des motos les mêmes, ils ont les mêmes ingénieurs BMW, que ce soit chez Bonovo ou chez BMW, on va dire usine. Mais ils sont tous des pilotes usines, ils ont tous des ingénieurs BM. Donc ils sont tous traités sur le même pied d'égalité. Donc ça veut dire qu'il y aura Van der Mark, Redding, Baz et Gerloff pour 3 places. Sachant que Redding a déjà un contrat pour 2024. Van der Mark, oui. Gerloff est beaucoup apprécié. Et Baz va faire les frais de ça. Vous remarquerez qu'il est l'expert Superbike dans la team. Même si son arrivée en MotoGP aurait été quelque chose d'exceptionnel, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. La dernière passerelle, c'était Crutchlow. Hein. Crutchlow, il y a eu Petrucci Petrucci, il venait du Stock 1000. Ouais. Donc, c'est encore une passerelle différente. Mais moi, vraiment, je comprends pas la hype de ce truc de Toprak en MotoGP. Toprak, pour l'avoir vu rouler en vrai, et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être son style de pilotage est spectaculaire. Donc tu peux te dire, ce mec est rempli de talent. Mais peut-être pas plus qu'un autre, hein, mais vraiment, il te dégage quelque chose. C'est ça, mais pour moi, il y a des pilotes qui méritent autant, tu vois, et du coup, de venir le voir passer en MotoGP, je suis pas en mode, waouh, c'est le truc incroyable. Parce que Yamaha est à court de solutions. J'attends plus un passage Moto 2 MotoGP d'Acosta que d'un passage Superbike MotoGP de Toprak. En termes de com, ça valorise quand même ton championnat mondial Superbike. Oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui était champion qui peut monter dans MotoGP. Mais je pense que Toprak doit partir aussi de Yamaha parce qu'il s'est dit que, au vu des tests, peut-être qu'il était un peu short. Peut-être que sur une année complète, il aurait peut-être pas eu encore le rendement espéré parce que je pense que peut-être 2-3 ans pour s'adapter au style mondial Superbike MotoGP. Et s'est dit, tant qu'à faire, autant partir. Si c'est mort en MotoGP, peut-être partir chez BM et tenter une nouvelle aventure. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que la R1M évolue peut-être moins que ses concurrentes. La dernière Honda Fireblade, la dernière Ducati V4R. Donc peut-être que Toprak sent que Yamaha perd du terrain aussi sur la Superbike de série et se pose ces questions-là. Mais le choix BMW pour autant, je le comprends pas. Peut-être que BMW est un team est un constructeur qui a beaucoup plus de moyens que Yamaha et qui va être beaucoup plus dans l'aventure. Peut-être qu'ils ont dit à Toprak, écoute, tu viens.
on a besoin de toi et ça sera peut-être un peu nos limites en termes d'évolution. Clairement, comme tu dis, ils partent de vachement loin. Moi, j'y croyais à demi, mais j'ai recruté Vandermark. Déjà, Vandermark. Il y avait déjà ce discours, c'est pour progresser, machin, rien. Ils ont recruté Racing, rien. Là, ils ont ligne 4 motos cette saison. Usine. Bon, aucun résultat. Donc, tu te dis quand même. Ils ont des problèmes apparemment de frein moteur. Ouais, les moyens, ils les mettent où du coup? Tu dis, ils ont des moyens. Là, du coup, tu fais le chèque à Toprak et comment tu la développes avec quoi la moto? Avec Toprak. Entre autres. Mais avec quel argent? T'achètes des œufs Kinder ou? Non, mais BM, ils ont de l'argent. Tu vois, moi. L'argent, mais au bout d'un moment, il n'a plus. Hein. Ils ont de l'argent. Ils doivent avoir plus d'argent qu'Yamaha, en tout cas, investir en Mondial Superbike. Il quitte Yamaha, moi je serais allé retourner chez Kawa ou. Mais peut-être qu'il c'était Honda. Chez Kawa, c'est bloqué. Réa, il est presque. Il est toujours. Mais Lowe's. Mais Lowe's est encore en contrat, donc. Mais Lowe's, il est nul. Tu lui rachètes ton contrat et tu le vires. Toi, t'as vite fait. Ouais. Et je pense pas qu'il se fait vraiment Lowe's, c'est catastrophique. Il est parti fâché. Ce qui n'est pas le cas avec Yamaha. Yamaha, ils partent quand. Enfin, la fin de contrat, elle est quand même annoncée de manière totalement différente. Mais avec la fin de contrat. tu sais, les meilleures histoires, c'est hyper rapide et. Les meilleures histoires au cinéma, c'est l'histoire de rabibochage. Mais je crois qu'ils avaient quand même eu des offres, si je ne sais pas de bêtises, de Honda aussi, où ils attendaient des offres de Honda, Toprak, pour choisir. Agent, donc je sais pas dire. Mais... Bon, dans tous les cas, il finit chez BMW. Quoi. Ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour et je pense qu'on pourrait en parler des heures et faire un épisode spécial Superbike à la fin de la saison. D'ailleurs, je vous glisse l'idée, les garçons, vous le ferez sans nous parce qu'avec Cyril, on n'est pas au point, je pense. Mais j'annonce Bautista champion du monde. Bon, on va pouvoir passer au championnat qui commençait sa saison au Mans. On a eu le plaisir de voir rouler pour les premières courses de l'année avec Pierre, puisqu'on était tous les deux au Mans. C'était le Moto E qui était en piste ce samedi, puisque maintenant les deux courses sont le samedi. Cyril, est-ce que tu veux nous en parler? On va parler rapidement des moteurs qui font gigz. En Q1, ce sont deux Italiens qui sont Mantovani et Zanoni qui passent en Q2 et c'est Ferrari qui sera en pôle devant Garzo et Torres. Krummenacher est 4, Manfredi 5 et Spinelli 6. En course 1, alors le truc qui est assez bizarre, c'est que le départ a été retardé pour des raisons techniques, mais j'y cherche un petit peu. J'ai pas trouvé pourquoi. Je t'avoue qu'on ne peut pas te dire sur place, on a pas eu l'info. Nous, il y avait juste l'info à la télé comme quoi c'était retardé. Et c'est Garzo qui fait le all shot avec Ferrari qui était en pôle, lui emboîte le pas et prend les commandes au deuxième tour. Spinelli et Mantovani chutent dans le peloton et devant Garzo et Ferrari assurent le spectacle. Ponce et Casadei vont chuter à leur tour. On a Torres qui complète le top 3, mais ils ont plus de 5 secondes d'avance. Donc à mi-course, on a Ferrari qui chute depuis la tête, laissant les deux Espagnols jouer la gagne. Donc on a la direction de course prend ses marques et colle un petit long lap à Zaccone et Manfredi. Donc ça c'est pareil, il a besoin de s'échauffer un peu. Torres passe à l'entame du dernier tour et s'échappe rapidement pour l'emporter devant Garzo 2, Krummenacher 3 et Rabat fait quand même une excellente 6e place pour quelqu'un qui vise un guidon MotoGP. C'est pas mal. On va parler rapidement de la course 2. Donc les trois mêmes prennent les commandes de la course. Ferrari prend un long lap aussi, tandis que Rabat chute. Manque de bol. L'Italien enchaîne les tours rapides avant de faire sa pénalité et repasse 3e. Il reprend très rapidement Garzo et a une grosse demi-seconde de retard sur Torres. Il prendra la tête dans le dernier tour et sera pas repris. Donc Torres fait 2 et Garzo 3 au général. Donc on a Torres en tête avec 45 points, Garzo 2e avec 36, Ferrari 3e avec 25, tout comme Krummenacher. C'était bien la Moto E justement, sur place. C'était sympa à voir. Non, mais en fait, je suis très partisan de dire le Moto E c'est chiant, ça m'intéresse pas, mais franchement sur place c'est toujours plus fun à voir. Après, t'as 15 pilotes que tu connais pas plus que ça et tu les reconnais pas forcément parce que quand tu suis pas le championnat, donc c'est un peu compliqué. Et surtout, c'est ce qu'on disait avec Pierre sur le Grand Prix, c'est que tu ne les entends pas arriver. Donc en fait, t'es là, t'es dans ton petit virage, t'attends et tu les vois débarquer à un moment donné, mais t'as même pas le temps de percuter qu'elles sont là, qu'elles y sont plus. Et le bruit, moi, je n'arrive pas. C'est ce que j'aime aussi dans ce sport, c'est le bruit, le Mais non, pour le coup, et puis les motos sont très belles, c'est très chouette à voir aussi. Mais encore une fois, je pense que je vais avoir du mal à m'intéresser au championnat cette saison. Ah, c'est moche. Moi, j'ai bien aimé. Non, même pour ça, j'ai toujours été un partisan de la Moto E. Et aussi, les courses étaient intéressantes. Du bord de piste, c'est vachement impressionnant quand même. Ils roulent très très vite, on se rend pas compte. Et les performances sont assez serrées. Malgré tout, il y en a qui ont pris la mesure assez rapidement de cette nouvelle moto. Et
Et voilà, le championnat se lance tranquillement. À voir, il n'y a pas eu de problème technique majeur. On peut dire que Pietri a réussi son entrée dans le championnat. C'était ça la grosse interrogation, c'est-à-dire que le championnat était déjà lancé depuis quelques saisons, il ne fallait pas louper la reprise. Pietri s'en est pas trop mal sorti, donc voilà. Mais je rejoins sinon Ophélie sur les livrets des teams. Moto-E, voilà, au bord de piste, ça se ressemble tous. C'est impossible à savoir. Même en termes de couleurs, pour les avoir vus du coup dans le paddock, tu les croises par moment les pilotes. Parce que le design des motos étant le même déjà. C'est vraiment compliqué de faire une différence. Et vraiment en termes même de couleurs de peinture, etc. Je trouve que tout est très similaire. Donc si tu connais pas les pilotes, faut le savoir que c'est eux, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que dommage que Granado soit pas là, parce qu'avec son casque avec le drapeau brésilien, on le sait qui c'est, quoi. Mais vraiment, tu vois, c'est un marqueur, quoi. Oui, mais le seul en fait que tu voyais, pour le coup, pour avoir eu la chance de les voir de près, c'est Torres, parce que le mec il fait une bonne course, donc forcément il est mis en avant. Mais c'est le seul, quoi. Et puis faut le reconnaître. Si tu sais pas qui c'est. Il a fait du mondial, hein. Mais si tu sais pas qui c'est, si tu viens de commencer à suivre les catégories, que tu le croises, le mec il met un t-shirt, un short, personne ne sait qui c'est, quoi. Et dernière chose, au moins on peut parler en bord de piste pendant que les motos passent et commenter avec ses copains ou ses copines et dire voilà, regarde ce qu'il fait et tout. Alors qu'en MotoGP, t'interromps le temps qu'ils passent tous pendant 20 secondes. Et après tu reprends ta discussion. Tu recommences à t'engueuler sur le fait que Pecco est responsable de cette chute. J'ai pas encore assez bu pour entamer cette discussion. Bon, on va passer aux catégories qu'on suit tous dans ce podcast, qui est le Moto 3. Allez, c'est parti. En Moto 3, donc, les 4 pilotes qui passent en Q2 sont Mignot, Nepa, Rossi et David Salvador. Et en Q2, c'est Sasaki qui prend la pole devant Morera et Holgado 3e, Honshu 4, Mignot 5 et Ortola 6. En course, Holgado prend les commandes devant Sasaki et Morera. Honshu se montre à l'aise et prend la 3e place. Dans le peloton, Asman chute, le groupe reste dense et on compte 10 pilotes dans moins de 2 secondes. Donc rien n'est définitif. Mignot chute à son tour et il était 8e. Ogden lui emboîte le pas le tour suivant. À mi-course, Morera chute, ce qui réduit à 7 le nombre de pilotes dans le paquet de tête. Ça court au rythme. Assez peu de dépassements et dans les 5 derniers tours, Mazia met un coup de collier et va chercher Sasaki pour la 2. Devant, Holgado hausse le ton pour se mettre à l'abri et Honshu décroche un peu en queue du premier groupe justement. Composé toujours de 7 pilotes, on a Holgado qui va tenir jusqu'au bout, donc pour la victoire, avec Sasaki qui va se montrer pressant quand même dans le dernier tour. Mazia est 3, Ortola 4, Yamanaka 5 et Honshu 6. Est-ce que c'était bien cette course Moto 3 en bord de piste ? Ouais. En étant Grand Prix de France, Holgado qui est Team Tech 3, c'était bien. Devant la télé, c'était chiant. Oui, c'était chiant, j'avoue. Mais Holgado est parti et personne n'a rattrapé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'était calme. Après, je rejoins Pierre sur le fait qu'il y a l'ambiance, il y a le fait, mais même, en fait, le souci, mais ça c'est typique de Grand Prix, c'est que les gens n'arrivent pas forcément pour le Moto 3. Oui. Donc en fait, c'est à moitié plein et du coup, il n'y a pas tout le monde et il n'y a pas tout le monde sur la piste, enfin sur le dans les gradins. Il y a toujours plus de monde qu'à Doha. Oui, non, mais c'est ça. Mais du coup, l'ambiance c'est pas la même. Mais pour le coup, course calme, plus pas énormément de monde, plus public qui j'ai trouvé de notre côté parce qu'on était en tribune Zarco avec les copains. Une tribune qui était pas forcément très vivante. C'était pas la course de l'année. C'était mitigé, quoi. C'est ça. Après, c'était très chouette et vraiment la course d'Holgado était, c'est agréable de le voir aussi fort. C'est trop chouette pour le team à domicile en plus, pour les mécanos, pour l'équipe, le taf qu'ils ont fait tout le week-end, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai aimé cette course aussi parce que j'étais trop contente d'être sur place, mais je pense que pour l'avoir revu après, oui, en effet, quand tu la vois devant ta télé, tu te fais chier, quoi. Mais c'est rare ce genre de course en Moto 3. C'est très rare. Ouais. À l'inverse du Moto 2 qui était pour moi moins. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une balance un peu qui se fait souvent quand on dit le Moto 3 c'était chiant, Moto 2 ça va. Là, pour le coup, Moto 2, je l'ai trouvé moins ennuyante. Ça manquait de vie un peu en Moto 2, mais on en parlera. Mais de toute façon, on a été préservé pour le MotoGP. On va parler quand même du championnat du monde, puisque j'en ai pas parlé. Holgado mène avec 84 points devant Ortola et Mazia 63. Donc Holgado en tête, c'est plutôt cool. Ouais, ça fait plaisir. Franchement, moi, c'est un pilote que j'apprécie, donc je suis contente de le voir arriver à ce niveau et d'être aussi bon. Et surtout pour le team, en fait, c'est un team perso que j'affectionne particulièrement dans les petites catégories. Moins en MotoGP pour toutes les raisons qu'on connaît, mais
Et je trouve que d'avoir une équipe française avec plein de mécanos français, beaucoup de mécanos jeunes, au final, quand tu regardes la composition de l'équipe, en Moto3, c'est vraiment, pour le coup, le team donne sa chance aussi à des mecs qui sont jeunes, qui commencent, et je trouve ça vraiment chouette. J'ai pas l'impression que tous les teams le font. Donc, franchement, ça fait plaisir. Puis Olgado, il fait quand même une course quand même qui est très, puis surtout, il est très fort. C'est-à-dire, il a un rythme très costaud et il a pris l'ascendant quand même assez vite et puis il a su hausser le ton quand ça pouvait revenir. Donc c'est dur de rouler tout seul en Moto 3. C'est compliqué, Quand t'es en paquet, ça va beaucoup plus vite. Il a réussi à maintenir l'écart tout le temps avec le paquet. C'est dur de prendre des bons départs, de s'exfiltrer de ce truc sans finir dans les chutes aussi, parce qu'on sait très bien qu'en Moto 3, il y a beaucoup de chutes. Donc je trouve qu'il est très malin et que là, il a vraiment pris ses marques et ça va être intéressant de voir ce que ça donne sur le reste de la saison aussi, s'il est capable de faire la même chose. Justement, moi, ce qui m'a amené aussi à la réflexion, c'est que Ayo, enfin pas Ayo, mais KTM officiel, ils essayent donc justement avec Honshu et je sais plus quel est l'autre. Rueda. Ouais, Rueda, de se positionner en tant que team leader pour KTM. Et justement, Tech 3, déjà l'année dernière avec Honshu, ils ont réussi à jouer des très bons coups. Et ils ont toujours... Alors après, il y a aussi forcément KTM qui est dans le coup. Ultra frustrant pour eux. Enfin, je pense que c'est ultra frustrant pour Honshu de voir que le mec qui l'a remplacé dans son team de l'année dernière est capable de gagner là où lui n'a pas réussi à le faire. C'est la deuxième victoire cette saison pour et surtout, il est en tête du championnat après 5 courses. Bon, tu peux être en tête après une course, ça peut être un coup de bol, mais 5 courses, bon, le championnat, il est lancé, quoi. Et moi, je trouve que c'est intéressant pour Tech 3 de se positionner vraiment comme une équipe entre guillemets satellite d'une équipe officielle et d'aller chercher des gros résultats, quoi. Bah, surtout si je me trompe pas, Olgado il a été rétrogradé du team officiel vers le team Tech 3 cette année. Il a fait chemin inverse d'Honshu, donc Olgado était plus attendu l'année dernière en tant que rookie. C'est difficile d'avoir des résultats dans ce team, dans ce contexte, en sachant que je sais plus ce que je disais, mais voilà, c'est important de noter que tu disais qu'Olgado a fait le chemin inverse de Honshu. Et peut-être dans un team plus familial et puis avec son année d'expérience, voilà, il arrive à pérenniser des résultats cette saison, donc bravo à lui. Plutôt cool. Et c'est aussi Sasaki qui a fait un très bon week-end parce qu'il a fait des très bonnes qualifs. Il finit deuxième sur le podium. C'est vraiment, pour le coup, c'est un bon week-end, surtout qu'il a fait un début de saison qui pour moi était un peu en dents de scie parce qu'il a fait sixième sur la première course. Il a rien fait sur les deux suivantes. Et là, il était 4e et 2e, donc il fait un début de saison qui est pas déconnant. Et vraiment, ses qualifs, pour moi, il les a survolés quand je les ai revus. Je me suis dit, ok, il a fait un bon coup d'éclat. Donc c'était vraiment chouette pour lui de le voir aussi. En course, ça s'étiole un peu, quoi. Ouais, mais pour le coup, en qualif, vraiment, il a survolé tout le monde. Faut que ça tienne en course, quoi. Mais Olgado, je trouve qu'il avait eu un petit trou d'air, là, il y a 2 GP. Il avait même perdu sa première place, si je dis pas de bêtises. Il a réussi à bien rouler par rapport aux courses d'avant. Mais ça, il fait les choses de manière intelligente aussi. Moi, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à rajouter en Moto 3. Moi, la seule petite déception que j'ai, c'est Moreira qui est tombé sur cette course et qui perd des gros points au championnat. Il est 4e du championnat pour le moment, alors qu'il fait un bon début de saison. Après 4e, c'est pas catastrophique quand tu sais qu'il y a 20 courses. Donc ouais, Moreira, c'est frustrant de le voir tomber et de le voir perdre des aussi gros points. Donc j'espère qu'il va quand même revenir facilement sur la course en Italie parce que c'était un peu, pour moi, pour le coup, c'était un peu une déception. C'est un pilote que j'avais envie de voir briller au Mans, donc voilà. Je pense que c'est là où justement Olgado fait des courses intelligentes, dans le sens où même quand il n'est pas tout à fait devant, il sait rester entre 5 et 10 et pas tomber. Ouais, ça c'est important. Ça fait des petits points, quoi, mais c'est des c'est points qui aussi comptent. ce qui fait un bon pilote aussi, c'est être capable de sauver les points sans tomber. Donc c'est ça. après Moreira, pour moi, c'est encore il a ce côté c'est encore un jeune pilote aussi, donc pour moi il a un peu ce truc chien fou par moment sur les courses. Il y a que 5 courses, hein, donc oui, mais même l'année dernière, il était pas oui, c'est sûr. Donc on verra pour la suite. De toute façon, c'est très bien que les cartes sont toujours rebattues pendant la trêve estivale, donc on est en train de faire plein de suppositions qui n'auront pas lieu. Si on parle du team officiel AEO, justement, qu'est-ce que vous pensez de Rueda qui a plus de points que Honshu aujourd'hui au championnat, quoi? Tu vas faire du mal à Olivier qui est pas là, c'est pas cool. Je suis désolé. Pardon, Olivier, c'est pas actuellement, Honshu, il a du mal quand même. Versus 33, quoi. Mais Rueda, en même temps, il est très fort. Oui, mais c'est un rookie. Oui, mais on savait, enfin, on l'avait tous dit en début de saison, dans les épisodes de pré-saison, et même au début des courses, que le mec, il est arrivé, il fait des courses qui sont très bonnes. Alors, je compare plus Rueda à Honshu,
pourquoi Honshu est 10e du championnat alors qu'il a le meilleur team du plateau. Il est tombé aussi. Merci Stéphane. Donc c'est la faute à la gravité. Newton. Bah, c'est comme Bagnaia, j'ai envie de te dire. Pourquoi il est pas prêt? Parce Mais qu'il est tombé Bagnaia est en aussi tête quelques du courses. championnat. Non, Bagnaia, c'est la faute à Vignales. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, On a trouvé le champion du monde de la mauvaise foi. si déjà tu perds 20 points sur une chute, déjà ça change le résultat au championnat. Mais ça fait partie de la course. Je suis d'accord. Je te rejoins sur Honshu. Là, il y a eu que 5 courses. Donc... Mais tout à l'heure, tu dis 5 5 courses, c'est déjà cinq pareil. Et courses, maintenant, il y a que 5 courses. Non, mais... ça va pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais... Non, ce que vous ne voyez pas, c'est que les deux sont en train de se préparer à se battre autour de la table. Non. Et on ce n'a serait pas Kevin, encore oui. se débriefé le MotoGP. Non, mais après, Honshu, le début de saison, il est pas au niveau des attentes. Clairement, et Rueda, je pense qu'il est là où il doit être. Quand t'es officiel, même rookie, je pense qu'il est, effectivement, il est là où il doit être. Je pense qu'ils l'ont mis à ce niveau-là aussi parce qu'ils savaient très bien le potentiel qu'avait le pilote. Exactement. Et c'est le potentiel qu'on a tous supposé sans savoir ce qu'il fallait dans la catégorie. Et au final, il a satisfait tout le monde parce qu'il est vraiment très intelligent, ce mec en piste. Enfin, Et c'est ça. Sur les 5 premières courses, Rueda, il est là où tu l'attends. Mais par contre, Honshu, il est en retrait. Ce qui veut pas dire qu'il sera en retrait à la fin de saison. Mais clairement, faut que ça pousse, quoi. Parce que devant, ça pousse fort. Oui, Olgado, il va pas attendre. Hein. ouais, c'est clair. Ça serait fou d'avoir Olgado qui gagne cette saison. Oula, touche du bois. La peau de singe. Pourquoi? Pour Tech 3. Pas pour Ah Olgado. oui, c'est ça. Pour Olgado, je m'en fous. Ouais, c'est bon. Non, mais moi, encore une fois, je pense aux mécanos qui sont des petits mecs qui commencent aussi dans le milieu pour certains et ça serait fou pour eux d'avoir un titre cette saison. Enfin, quand tu vois la joie du team qui explose à chaque Déjà, fois qu'il quand ça gagne le week-end, c'est toujours cool, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis c'est un team français, ça serait. Ouais. Mais j'entends parler de team français, mais ça aurait été bien qu'il laisse la chance à un pilote français aussi. Ouais, t'en as des pilotes français en Moto 3, toi? Faut découvrir Alors, la pépite. Faut découvrir la pépite. Lorenzo Felon, qu'on a pu croiser très discret au Grand Prix de France, faisait un point sur La son situation, repos. là. Il disait qu'il prenait son mal en patience, que les médecins disaient que c'était pas si mal, mais qu'il y avait encore un peu de travail de rééduc. Donc, il n'y a pas de date estimée de retour, ce qui fait les affaires de Mignot. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date estimée de retour. Voilà. Eh ben, C'est compliqué. C'est un peu. C'est mal barré pour lui. Hein. C'est peut-être lui qui va aller chez Yamaha. Voir Superbike l'année prochaine. À la place de Toprak. Allez, on arrête de spéculer sur les Français. On va passer au Moto 2 avec Cyril encore une fois. Cyril fait l'épisode tout seul en fait. On vous le laisse. On a pas bossé par Cyril. je me suis fait chier à faire les comptes rendus. En Moto 2, donc c'est Arbolino, Salach, Alonso Lopez et Vietti qui passent en Q2. Loves est en pôle devant Alonso Lopez et Arbolino en première ligne. La deuxième ligne est constituée de Salach, Acosta et Vietti. En course, Loves ne profite pas de la pôle car il est devancé par Alonso Lopez et Arbolino. Loves va chuter à l'entame du deuxième tour et quelques virages plus tard, il va y avoir une grosse chute entre Gonzalez, Canet et Arenas. Et là, on va sortir le drapeau rouge. Donc Arenas chute en premier et les deux suivants ne peuvent pas l'éviter, donc c'est ça qui va amener les trois pilotes dans le bac. Ça s'active autour de la moto de Loves, mais ce sera trop juste, il repartira fond de grille. Le deuxième départ est donné, donc ça part uniquement pour 14 tours. Arbolino prend le meilleur au départ. Derrière, ce sont Acosta, Lopez et Salach qui vont jouer le podium. Vietti, 5e et Aldeguer est 6e. Acosta va chuter. Ayo tire la gueule. Arbolino a creusé un écart significatif, 1 seconde et demie. Donc c'est assez rapidement dans la course. Il est averti donc de la chute d'Acosta et du petit matelas qu'il a sur le reste du peloton. Et il reste 8 tours à gérer. Aldeguer est 7 et va prendre un long lap pour avoir coupé une chicane. Il ressortira P10. Pas beaucoup de mouvements en tête. Arbolino s'impose sans avoir été inquiété. Même si Salach, qui fait 2, revient un petit peu sur la fin. Alonso Lopez fait 3. Vietti 4 quand même. Putain, c'est beau. Dixon 5. Chantra 6. Baltus 7. Aldeguer 8. Et Ogura 9. Loves accroche 1 point avec la 15e place. Et au général, on a Arbolino qui est en tête avec 99 points, 25 points d'avance sur Acosta qui en compte lui-même 13 sur Lopez. Cette course? Non, mais moi, Arbolino en tête, ça me ravit. Après, les copains de chez la boîte à clapper ont tendance à dire que de toute façon, je suis pas très objectif parce que si tu me demandes qui j'aime en Moto 2, je te sors limite la moitié de la grille. Non, que les Italiens. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, Acosta n'est pas italien, je l'aime beaucoup, mais Lopez non plus. Mais non, Arbolino,
C'est toi qui as fait son passeport. Putain. Mais non, je suis très très contente de cette course d'Arbolino. Enfin, ça fait plaisir de le voir à ce niveau et ça fait plaisir de voir qu'Acosta a quelqu'un avec qui se battre en fait sur la piste, ce qu'on n'attendait pas. Par contre, moi, le point de cette course qui m'a tendu, c'est le temps de délai pour sortir ce foutu drapeau rouge. Ah, ça a été c'était interminable. Ouais. Enfin, surtout nous, en plus de ça, je sais pas vous, du coup, je me souviens pas quand j'ai revu la course, mais en termes de durée qu'il a fallu pour vous donner des infos. Mais nous, sur la course, il n'y a eu aucune info sur le circuit. Donc, tu vois sur l'écran des mecs se prendre une gamelle qui est monstrueuse. Tu vois l'hélico pour X raisons, parce qu'apparemment, les mecs sont même pas partis en hélico. L'hélico civil qui passe au-dessus du circuit. Tu ne sais pas pourquoi. Et le drapeau rouge met 1 milliard d'années à arriver et t'as aucune info. Et c'est là, mais en fait, les gars. Je crois que les pilotes sont repassés, dans le lieu du crash, il n'y avait pas encore le drapeau rouge sorti. Donc, c'était toujours ce drapeau jaune. La dangerosité du truc, donc, quoi. c'était effectivement très dangereux. Enfin, ils sont capables de sortir des pénalités dans la minute pour te dire machin avant 6 places et va faire un tour de piste à pied avant de remonter sur ta moto. Par contre, sortir un putain de drapeau rouge pour protéger les pilotes, ils le font pas, quoi. Et ça, c'est un problème qui est récurrent sur plusieurs circuits. Et je trouve ça grave que sur le nôtre où on est quand même réputé pour avoir une sécurité qui est pas déconnante en termes de drapeau, etc. Et là, ce soit le cas. Enfin, et je pense qu'on est tous raccord pour le dire que c'était vraiment trop long. Le rouge, il est arrivé trop tard. Il aurait dû arriver juste avant qu'ils arrivent sur la zone, en fait. Ouais, au secteur. Après, voilà, c'est comme ça. Les pilotes sont dans le gravier. Oui, les pilotes, de toute façon, à partir du moment où t'as des pilotes, surtout que t'en as 3, quoi. 3 pilotes, c'est pas juste sortir les motos et les 3 pilotes. C'est 3 motos, 3 pilotes. Après, on peut en parler pendant des heures, mais en tout cas. Non, mais je te rejoins sur ce bord de piste, c'était très long. Sur la course d'Arbolino, il fait son truc, il est dedans. Moi, j'ai bien aimé le week-end de Lowe's aussi. Ça faisait 2 week-ends d'affilée où il est impressionnant. Alors là, il tombe dans la première partie de la course. Donc après, il a du mal à repartir à temps et il accroche finalement les points. Il a fait quand même une bonne course depuis après le départ. Ouais. Pas simple. Mais du coup, il a une bonne dynamique et puis ça prouve que la moto globale entre Arbolino et lui, la marque VDS, cette année, elle fonctionne bien. Donc c'est bien, effectivement, Acosta, il a un peu plus de concurrence que prévu. Ça fait chier de le voir tomber quand même. Ouais. J'ai jamais plaisir de voir un pilote tomber. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'il se méfie de Lopez, qui peut être quand même à l'affût sur certaines courses et qui peut profiter d'erreurs d'autres pilotes. Lopez, il est, à mon avis, moins dangereux pour jouer la gagne, mais il sera souvent à 3-4. Non, mais c'est ça. Mais du coup, c'est les points. Dis, ouais. Bah oui. Parce que si Costa et Arbolino vont à la bagarre, ils tombent, Lopez, il les prend, les points. Clair. Donc, je pense que vous l'avez dit. Il sera là pour mettre les 16. Hein. Vous l'avez dit tous les deux, c'est sur certaines courses, quoi, parce que le talent est là. Mais aujourd'hui, pour gagner ce championnat Moto 2, je pense qu'il y a pas. Peut-être pas pour gagner, mais l'an dernier, il est quand même arrivé en cours de saison. Il a fait le chien fou, mais c'était pas déconnant. Sa fin de saison était quand même très propre. Là, il marque des points, il est là où il faut. La course où il a vraiment eu une galère, on a su après que c'était un souci de combi trop serré au niveau du bras qui l'a empêché de conduire. Alors, pour le coup, Cyril et Pierre se moquent, mais c'est pas les seuls pilotes à avoir Moi, j'ai un problème quand je mets ma combi, c'est que j'ai du mal à fermer au niveau du ventre. C'est pas au niveau du bras, c'est parce que voilà, on me donne des équipements qui sont trop serrés et qui sont pas adaptés à ma morphologie, quoi. C'est les bières que t'es en train de boire qui font gonfler le ventre, Pierre. Moi, c'est Canet qui commence à me décevoir un petit peu. J'avais beaucoup d'attentes et il y a un gros manque de régularité, quoi. C'est ça qui m'emmerde un peu. Je suis pas Canet, moi je l'aime bien, hein, c'est un pilote que j'aime bien, mais j'en attends pas. Mais tu suis pas plus que ça, quoi. Mais en fait, j'attends pas grand chose parce que c'est pas régulier, en fait. Quand il est là, t'es content. Par contre, Vietti qui est 4ème, c'est là où je l'attends quand même, un peu plus haut que 12ème en fin de grille. Moi, j'ai perdu espoir. C'est parce que j'étais là, il a dit allez, il y a Ophélie dans les gradins. Est-ce que t'as vu ses gants? C'est ce que je veux dire. Non, j'ai pas fait de pancarte. Je me suis tenue. Il y avait trop de gens que je connaissais sur ce Grand Prix, je me suis tenue. Bon, je pense qu'on a fait le tour du Moto 2, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, mais je pense que pareil, c'était pas la course de l'année. Dernier truc favorable au Moto 2, le bruit des moteurs quand même. Ah mais oui. En bord de piste, c'est quelque chose. Oui, puis même les voir rouler en paquet, c'est toujours. Moi, je m'en lasse pas. Hein, je pourrais passer mes journées à les regarder rouler. Donc. J'ai toujours du mal à voir les motos de rouler. J'ai trouvé trop pataudes. Genre comme un gros chat qui a trop mangé et qui a du mal à se mouvoir, quoi. Ouais, je vois bien. Du coup, maintenant que le Moto 3, je trouve que c'est limite plus agréable. Parce que tu vois, c'est super véloce. Il y a un petit peu plus d'agilité, ouais. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment le côté paquet. Mais en Moto 3, pareil, que t'as moins en Moto GP, sauf en course sprint, que je trouve que tu retrouves en course sprint.
Mais ouais, c'est le côté paquet que j'aime bien, et le côté bagarre que peuvent avoir les pilotes entre eux. Mais je comprends ce que tu dis. Bon, on va faire un petit retour dans le passé, les garçons. On va revenir au samedi avec MotoGP et les qualifs. Donc côté qualif, pour la plus grosse déception, je pense, des Français qui étaient sur place, Fabio Quartararo se fait sortir de la Q1. Et c'est Marini et Fernandez qui passent en Q2. C'est la 3e fois de la saison que Fabio passe en Q1. Là, ça commence à être un peu compliqué pour lui. Et en Q2, c'est Pecco Bagnaia qui se qualifie en pole. Dans son tout dernier tour. Pour l'amour de Dieu, heureusement, vous n'avez pas vu Pierre courir avec son drapeau sur tout le circuit. Nous, oui, on en a encore traumatisé. Moi, je l'ai vu à la télé. Courir tout nu, bien sûr. Ouais, ça t'en parlera encore avec ta femme, je pense, en rentrant chez toi. Ouais, tu as l'habitude de voir tout le monde, c'est pas elle qui te choque. Suivi de Marc Marquez, Marini, et la grille se complète de Miller, Martin, Viñales, Bezzecchi, Alex Marquez, Zarco et Binder. Donc le samedi, on a la chance de voir les MotoGP rouler dès le samedi après-midi sous un grand soleil cette fois. Donc les pilotes s'élancent pour la course sprint pour 13 tours pour cette première course sur les terres françaises. Donc c'est quand même à noter. C'est Bagnaia qui va faire le all shot au départ de ses sprints devant Martin et Miller. L'Australien chute dès le début de la course. Et Binder, quant à lui, parti à la 10e position, remonte petit à petit et vient coller la roue de Marc Marquez bien déterminé à en découdre. Devant, on a Martin qui trouve le trou de souris et vient prendre la tête de la course à son comparse italien. Ce duel de tête permet à Marc Marquez et Binder de remonter et le Sud-Africain en profite pour s'emparer de la seconde place. De toute façon, on le sait, Binder encore ce sprint, faut s'en méfier. C'est un samedi noir pour notre champion du monde français Quartararo puisqu'il tombe quant à lui dans la course, enfin durant la course, alors qu'il faisait une belle remontée, qu'il s'était installé à la 8e place. Devant, les tours se succèdent mais se ressemblent pas puisqu'il y a pas mal de dépassements et c'est Marini et Marquez qui se mêlent à la bataille pour venir grappiller des places au classement final. Ça sera finalement Martin, sans surprise, qui passera le drapeau à damier en première position, suivi de Binder et Bagnaia, et Marini, lui, prend la 4e position devant Marquez et Zarco. Viennent compléter le top 10 Bezzecchi, Aleix Espargaro, Viñales et Nakagami. Il faut savoir que c'est la première victoire toute catégorie confondue pour Martin au Mans. Donc il a jamais gagné mais il a jamais gagné en Moto 3, Moto 2 ni en Moto GP, c'était la première fois au Mans. Ça va. On n'est jamais content dans cette équipe. Pas vraiment. C'est Martin. Une victoire Pas une en Grand surprise. Prix en plus. C'est une sprint. C'est une Ça surprise. compte pas. Oui, mais toute catégorie confondue, donc sprint, Moto E, tout ce que tu veux. FP1. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course sprint, toi Pierre qui était sur place, qu'on a pu voir ensemble? Ça anime vraiment le samedi. C'est vraiment bien quand tu viens voir le spectacle sur circuit. Belle course sprint, alors de la bagarre, des challengers, des KTM qui roulent bien, Marc Marquez incroyable pour son retour, et puis des Ducati qui roulent très fort quoi là-dedans. Dans le top 6, j'ai pas compté, mais il doit y en avoir 4. On a 8. Top 6. donc tout pour me plaire, et puis la victoire même si c'est pas celle de Pecco ou de Zarco, la victoire d'un Ducati. Et toi Cyril qui a dû le voir devant ta télé, j'imagine? Ouais, non, j'étais plutôt content pour Martin, parce que c'est pour une fois qu'il chute pas, c'était plutôt intéressant. Ça va le suivre jusqu'à la fin de sa carrière. Ouais, mais c'est un peu la réalité quand même. Mais bon, on en reparlera aussi rapidement après la course du dimanche. Il fait un très bon week-end et c'était, à mon avis, c'était nécessaire de le voir faire un week-end plein, parce que effectivement. Mais il a fait un très beau week-end. Là, moi, j'ai toujours tendance à voir ses chutes et à stigmatiser ses chutes, et le voir faire un week-end plein, présent au qualif, présent le samedi, présent le dimanche, bah ouais, c'est bien. Pour moi, pour le coup, nécessaire. On en parlera après, mais pour moi, c'était vraiment l'homme du week-end, là. Clairement, il a été devant toute la course, intouchable, très cool, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Après, j'étais déçu pour Fabio parce que c'est compliqué. Après, il y a toujours une excuse, il y a toujours quelque chose qui va pas. Mais je pense qu'il se perd, lui, en fait. À un moment. Il est perdu. Qui roule, et puis voilà. Ouais. Je pense qu'il se pose trop de questions, faut faire ci, ça, mais en fait, peut-être refaire ça. De ça, on sait, déjà, s'il est perdu, comme vous le dites, on sait qu'en plus, la pression du Mans, pour les pilotes français, pour le voir sur place chaque année, les pilotes français, pour avoir fait d'autres circuits dans d'autres pays, les Espagnols, il n'y a pas autant de
choses. De ferveur, ouais, il y a pas de ferveur. Ils sont que 2, c'est rare aussi. Enfin, c'est Oui, pas échangé. c'est que 2 pilotes Et français. on a qu'un Grand Prix sur le sol aussi. C'est ça, mais en Espagne, il y a à Valence, 4, tu vois, par exemple, pour le dernier week-end de l'année, il y a une vraie ferveur autour des pilotes. Mais le Grand Prix, l'organisation du Grand Prix, mais pas toute leur com autour des pilotes, ce que fait Michi au final, ce qui est très bien parce que ça attire du monde, etc. Mais du coup, ils le disent eux-mêmes que c'est une sollicitation supplémentaire et que déjà quand c'est compliqué pour toi de te concentrer, que tu fais un début de saison qui est pas fou, que t'as du mal à communiquer. Exactement, voilà. Tout comme je viens de dire, avec ton team, qu'en plus de ça, tu lâches en déclaration des trucs énorme, aberrant, et je pense que du côté du team ça a dû faire des sauts de puce tellement ça a déjà énervé Eric De Seine, donc donc je pense que ça rajoute beaucoup et que la pression extérieure des fois tu t'en passes, et encore une fois on sait comment Fabio il gère la pression extérieure, il la gère pas, donc mais le problème c'est que quand t'envoies des mauvais messages à tes mécanos, à tes ingénieurs, comment tu veux qu'ils développent une moto de façon intelligente? Tu vas dire un coup elle est comme ça, la fois d'après elle est à l'inverse, et la fois d'après elle est comme ça. Quand tu veux que ton team il développe quelque chose qui va te correspondre, pour moi il y a un problème on pourra en parler après la course du dimanche, parce que de toute façon c'est pas beaucoup plus glorieux pour Fabio, mais je pense qu'il y a un problème de façon de faire des Japonais chez Yamaha et de process que non plus les autres teams. Mais justement, on en parlera après parce que sinon, je pense que ce débrief course sprint va durer des heures. Moi, je vais quand même dire un mot sur Bezzecchi quand on sait la course du dimanche qu'il a eue, qui est un peu, pour moi, qui était un peu surprenante, cette course du samedi, parce qu'il était loin au final. Alors toujours moins loin que dans le gravier parce qu'il a quand même un peu du mal avec les courses sprint depuis le début de saison. Mais il disait que son départ était pas dingue et que la course en soi en elle-même était pas mauvaise, mais qu'il a eu beaucoup de mal à monter sur les autres pilotes. Et du coup, pour moi, c'était un peu surprenant de le voir aussi loin, avec des gros guillemets, parce qu'il marque quand même des points, mais Après, si t'écoutes les discours des pilotes Ducati, Zarco l'a déjà dit, et Bagnaia aussi, des fois, entre le samedi et le dimanche, ils arrivent à trouver des nouveaux réglages, justement en analysant les données de tous les pilotes et tout. Et Bagnaia, le samedi, je sais plus, c'était peut-être Arerez ou machin. Il était dans le top 10, mais c'est pas ouf. Et le dimanche, il gagne la course, tu vois. Donc, parce non, mais là, pour le coup, vraiment, dans ses déclats, il disait que c'était vraiment un souci de départ et qu'il avait pas de regrets sur sa course parce qu'il savait pourquoi il avait fait ça. Après, je voulais juste vous demander pour le samedi, donc effectivement, qu'il y a quand même 2 courses Moto-E, plus la course sprint MotoGP. Est-ce que ça change radicalement le samedi sur piste, en bord de piste? Plus, on n'en a pas parlé, hein, mais il y avait la Rookies Cup aussi. Oui. Ouais. Moi, j'étais pas, mais je trouve qu'à la télé, t'as beaucoup plus de monde le samedi qu'avant. C'était, encore une fois, pour le faire, je pense que là, c'était mon 11e Grand Prix au Mans depuis un moment, du coup. J'ai jamais vu autant de monde sur le circuit le samedi. Le garage vert était noir de monde, ce qui n'arrive jamais le samedi. C'est pas comme ça. En fait, là, il y avait autant de monde qu'un dimanche. Pour pouvoir passer, pour ceux qui connaissent, il y a un tunnel qui permet de sortir du garage vert. Soit tu te tapes tout le tour du circuit, soit tu passes par ce tunnel, t'arrives dans le virage. Je sais pas, on a attendu toute la course sprint, même un peu plus. Il y en a eu bien une demi-heure d'attente avant de pouvoir. Entre la course sprint et on a dû attendre la fin de la course Moto-E pour pouvoir sortir par. C'est ça, donc je pense qu'on a eu bien une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à attendre pour que ça se fluidifie. Ça se dilue un peu, ouais. Et du coup, c'est génial. Enfin, pour le coup, c'est trop bien d'avoir autant de monde sur le circuit. Encore une fois, je trouve comment il y a trop de monde en termes de fréquentation. On est très content qu'il y en ait autant, mais je trouve qu'il y a trop de monde et que je trouve que les infrastructures sont pas suffisantes pour accueillir autant de monde, parce qu'en plus de ça, on a enlevé pas mal de tribunes naturelles pour en faire des tribunes. Ce qui veut dire que si tu ne payes pas, tu te retrouves dans l'amas de monde et c'est pas forcément très agréable. Surtout le garage vert, c'est génial d'être au garage vert, c'est pour moi un des meilleurs virages à voir, et du coup il y a vite beaucoup de monde. Donc, c'est chouette. Après, comme le dit Pierre, il y a Moto-E, il y a Red Bull Rookies Cup. Ça fait beaucoup de choses. Donc en fait, tu sais que tu peux arriver le matin et partir le soir, et tu t'es tapé une journée. Et en plus de ça, vraiment, tu peux partir très tard parce que le samedi, il y a le show que te propose le Grand Prix. Mais ils font exprès de les garder les gens le plus tard possible sur le circuit pour éviter que les gens après ils soient trop tôt dans la nature à faire n'importe quoi. Ouais, mais alors les gens le font sur le circuit. Mais ils font quand même. Il y en a qui vont au camping sans aller voir le circuit, donc partant de là. Non, mais c'est ça. Mais pour le coup, moi j'ai trouvé ça chouette parce que vraiment tu peux arriver le matin et repartir le soir. Après, moi, je suis coutumière du Mans, et du coup, je rentre le midi, je fais une pause et tout. Mais en fait, limite, là, tu peux presque pas faire de pause parce qu'il y a la Red Bull Rookies Cup qui repart tout de suite. C'est à peine, justement, parce que les infrastructures sont pour moi pas suffisantes sur certains trucs. T'as à peine le temps d'aller te chercher à manger si tu veux manger sur le circuit, parce que tu fais la queue. Bah, tu loupes toutes les petites catégories. Tu vas louper le début Moto-E. Tu vas aller te chercher de l'eau aux fontaines à eau. C'est impossible parce qu'il y a une queue de 1000. Enfin, c'est une question d'organisation, mais ça attire du monde et c'est une bonne chose. Et pour le coup, je pense que le combo beau temps plus nouvelle catégorie plus course sprint,
qu'on a beaucoup décrié. C'est ce que je veux dire, on était un peu détracteurs. Mais je trouve que la course de sprint, pour moi, c'est génial qu'ils aient fait ça. Ça permet quand même à des pilotes de faire autre chose que des courses beaucoup plus longues. Tu peux. Ça permet à des pilotes de se démarquer aussi. Enfin, on le voit avec Binder, qui est devenu très fort en T'as les gens qui viennent le samedi, ça attire beaucoup plus de monde, il y a plus de spectacles, il y a plus de tout. Je trouve qu'au final, je trouve que c'est bien. Mais moi, pour le coup, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup décrié ce truc en début de saison parce que j'avais peur du côté fatigant pour les pilotes, fatigant pour les teams, etc. Mais pour le coup, ça l'est pour les pilotes, je pense. Oui, ça l'est pour les pilotes, mais en tant que spectateur, je trouve ça génial. J'adore ce truc. Il y a des journalistes qui n'ont pas changé d'avis. Par exemple, Matt Oxley n'a pas changé d'avis sur le sujet. Ses articles et ses propos sont toujours les mêmes. Et je rejoins sur le fait que ça provoque plus de chutes, c'est dangereux, etc. Mais en termes de spectacle pur à 100%, ils ont misé là où il fallait. Alors qu'à l'inverse, leur parade du dimanche. Il y a beaucoup de chutes en course. Oui. On peut pas attendre une course de sprint pour des chutes. Mais je pense que là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est la première saison. Donc les pilotes n'ont pas encore intégré le risque supplémentaire du samedi. Ouais. Surtout la première course, où ils ont été comme des fous. Surtout la première course. Après, ils ont été beaucoup plus sages. Après, ça a été beaucoup plus sage, mais tu vois quand même que c'est en train de se normaliser. Pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et effectivement, ça amène d'autres pilotes aux avant-postes. Et ça, c'est cool. On va pouvoir passer au dimanche, justement. Quel dimanche on va peut-être, on signe peut-être la fin de C'est qui en pôle avec le débat qu'on va avoir après cette course. Donc le dimanche, c'est dans une atmosphère plutôt festive et sous un soleil de plomb que va se dérouler cette course. Les pilotes s'élancent pour ce 1000e GP, donc GP historique sur lequel on a eu plein de rebondissements et une course qui nous réserve plein de surprises. C'est Marc Marquez qui prend la tête de la course devant Miller et Marini, alors que Bagnaia rétrograde à la 5e place. Le début de la course est marqué par une erreur d'Alex Marquez qui se rate et gêne Binder et Zarco, une erreur qui lui vaudra pour la prochaine course en Italie 3 places de pénalité sur la grille à Misano. Donc c'est au tour de Miller de prendre la tête de la course pendant que Viñales vient chipper la 4e place à Marini. L'Espagnol lui s'attaque ensuite à Pecco Bagnaia et attention Pierre, ne te mets pas à hurler dans le micro s'il te plaît. Je m'accroche. Mais les deux pilotes après cet affronté terminent dans le bac à gravier, chute qui donnera ensuite lieu à une scène complètement lunaire avec les deux pilotes qui en viennent aux mains. On en reparlera un petit peu après. Et puis c'est le début des chutes puisque les chutes s'enchaînent. Marini se rate, est un peu trop lent sur sa trajectoire et se fait percuter par Alex Marquez à la Dunlop. Après une grosse frayeur pour Alex Marquez qu'on a vu à 4 pattes au milieu de la piste et où vraiment on a tous eu peur pour lui. Les deux pilotes ne pourront pas repartir et devant c'est Marco Bezzecchi qui s'attaque à Marquez et l'envoie faire un détour par Alençon en l'écartant de la piste. Il fait un petit détour par le long lap. Ça lui vaudra de devoir rendre une place. J'en parlerai dans mes mémoires encore de cette sanction. Pendant ce temps, il y a Martin et Zarco qui en profitent de toutes ces actions dans le peloton pour grappiller des places. Au 11e tour, peu perturbé par sa sanction passée, Marco Bezzecchi décide de me faire perdre ma voix et s'empare de la tête de la course. Je suis désolée d'avance pour les personnes qui étaient à côté de moi pendant ce Grand Prix. Je pense qu'ils ont perdu des niveaux d'audition assez graves. Derrière, c'est Marquez qui prend l'ascendant sur Miller et Zarco, qui collent au basque des deux pilotes. Et l'Australien finit par chuter à l'image de Marc Marquez à 2 tours de la fin. Une chute espagnole qui profite aux Français puisqu'il s'empare de la dernière marche du podium. C'est donc Bezzecchi qui remporte la 1000e course de l'histoire du MotoGP, suivi de Martin et Zarco pour un doublé Pramac. Donc un bon dimanche pour les Ducati. Satellite, c'est vrai. Et c'est derrière, c'est Augusto Fernandez qui s'empare de la 4e place pour son meilleur résultat de la saison. Quartararo, quant à lui, il termine à la 7e place. Au championnat, on va retrouver Bagnaia avec 94 points, Bezzecchi 93, Binder 81, Martin 80 et Zarco 66 points. Donc un top 5 qui est quand même relativement serré pour ce début de saison, avant la pause de 3 semaines et pour l'arrivée en Italie. Est-ce qu'on parle de Marco Bezzecchi tout de suite ou vous attendez honneur au vainqueur quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Historique quand même. Historique parce que c'est Vas-y. c'est historique parce que c'est la 1000e course, mais surtout c'est pour moi le moment où il montre vraiment son potentiel. Parce qu'on l'a vu faire avec des podiums, on l'a vu avec une course en Argentine où les conditions météorologiques étaient un peu mitigées. Donc il y a quand même eu ce truc de est-ce qu'il va être capable de le faire sous un temps normal, ce qu'on appelle normal en MotoGP, c'est classique. Il fait chaud, c'est ça. Il fait chaud, piste sèche, soleil, enfin tout ce que tu veux. Là, il a assuré, il a pas été perturbé par sa pénalité, il a mis la misère à Marquez et j'avoue que moi ça m'a fait un peu plaisir de le voir capable d'aller rivaliser. Arrête de faire l'anti-Marquez. Non, je suis pas du tout anti-Marquez. On peut en parler si vous voulez. On a eu ce débat après le Grand Prix, mais et en plus on peut en parler après, Cyril, si tu veux. On verra qu'on n'est pas d'accord.
Mais non, ça fait plaisir de voir qu'il est capable d'aller rivaliser avec les meilleurs du plateau, concrètement, que ce soit Marquez ou un autre. De toute façon, là pour moi, il a vraiment montré son potentiel et j'avais plus de voix et j'ai fait que pleurer de toute façon, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Oui, Bezzecchi, belle course. Et les chefs Ducati, un peu d'entrain, Pierre, s'il te plaît. Déjà, c'est tu l'as dit, 3 Ducati privés, dont une GP de l'année dernière qui gagne. Donc ça, c'est pour le petit bémol. Après, ça reste un beau week-end pour Ducati de toute façon. Là, tu as fait le championnat, il y a 4 Ducati sur les 5 premiers du championnat. Bon, je pense que... Dommage qu'il se loupe en course sprint. Hein. Oui. Mais non. On a vu qu'il avait le rythme en course. Dommage sur la course rapide qu'il n'ait pas eu le petit niaque en plus. Une place en plus et il était premier. Moi, ça me va, comme ça, le numéro 1 reste numéro 1 au championnat. Mais non, en vrai, Bezzecchi impressionnant sur cette course, imperturbable, il résiste aux attaques un peu droite à gauche. Il mérite largement sa victoire. Ouais, il fait une course pleine, en fait. Ouais, et je trouve que la com qu'il peut avoir après les courses est quand même, en fait, il y a ce truc très italien, très VR46 qu'ils peuvent avoir, que Pecco a aussi, je trouve. Et même les autres pilotes, que ce soit Marini ou Gay, etc. Marini moins parce que le contexte le prête moins, mais quand on va leur parler du titre, ils sont très, les gars, c'est le début de la saison, oui, on y pense, mais on va pas vous dire. Ils sont formatés pour ça aussi. Non, mais c'est ça, mais en fait, je trouve que c'est très... Ils sont dans des équipes clients aussi, faut pas l'oublier, donc Oui, non, mais clairement, mais je trouve que ce soit lui comme Pecco, hein, pour le coup, qu'il y a un truc très, Pecco, c'est la langue de bois quand il dit qu'il pense pas au titre, Mais Bezzecchi aussi, enfin, t'es à un point du titre, tu te poses la question quand même si tu le dis pas, je pense que tu rentres chez toi, t'as quand même ce truc. Dire purée, je suis à un point du leader. Non, mais c'est obligé. Si on compte les sprints, il reste 32 courses. Hein. Oui, mais du coup, tu te poses quand même la question, j'imagine. Il y a 32 possibilités de tomber aussi pour Pecco, donc Stéphane a envie de se battre, c'est ça. Mais pour moi, aucun pilote ne va pas se poser la question du titre, au moins en début de saison, en se disant, j'ai envie de l'avoir. Enfin, c'est impossible. Si t'es pilote et que tu penses pas au titre, oui, c'est vraiment ce que je veux dire. Mais change de métier, en fait. Nakagami pense au titre. Non, on est d'accord. Non, je pense pas. Mais en tant que privé, ça sert à rien de te mettre la pression du titre. Regarde, même Bastianini l'année dernière, il termine 3e du championnat et pour un privé, c'est déjà exceptionnel. Dans un coin de sa tête, il se dit si je peux avoir le titre, c'est magique. Oui, non, mais voilà, pour moi, c'est encore une fois, tu dis ils sont formatés. Pour moi, ces mecs sont formatés à gagner des victoires parce que on dira ce qu'on veut, mais Rossi, il a aussi formaté des pilotes. On n'en a pas pour moi dans les catégories qui viennent parce que avec tout l'amour que j'ai pour Vietti, il est pas en mesure d'aller se battre comme ils le font. Là, pour moi, c'est les derniers pilotes VR46 qui sont vraiment en mesure de se battre. Les mecs, ils viennent pas pour se payer les lentilles, en fait. Mais surtout que les pilotes, ils ont des cours de pilotage, mais ils ont aussi des cours de communication. Ils lâchent pas dans la nature, ils ont des gens autour d'eux pour leur dire tu dis ça. C'est les seuls pilotes que tu vas pas voir en termes de com aller s'entraîner, ils vont rien montrer, en fait. Ils sont très focus moto, alors qu'on sait que c'est pas le cas en dehors, mais c'est les seuls qui vont pas l'ouvrir sur ce qu'ils font. Même Pecco, il est champion, il pourrait se permettre un peu de lest dessus. Les seules choses que t'entends, c'est quand il finit dans les talus, quoi. Le problème, c'est que sur le dessin animé. Ah oui. Peut-être que ces chutes, ça le refroidit un peu. Il se dit bon, on va tempérer aussi les discours parce que on va peut-être m'attendre plus par derrière. Mais d'ailleurs, on peut du coup parler de Pecco. C'est le 3e abandon de la saison pour Pecco cette saison. Pierre, tu vas en parler ou t'es encore trop énervé Non, je suis très énervé. Il y a 2 choses qui m'énervent particulièrement. Parce que quand même, pour remettre le contexte, une fois que Pecco et Vignales sont tombés, ils en sont venus aux mains dans le bac à gravier. Non. Tu déformes la réalité. Ils étaient 2. Quand tu es 2, tu en viens aux mains. Il y en a un qui fait tomber l'autre. C'est le pilote Aprilia qui fait tomber. Non, je suis pas de mauvaise foi. J'ai revu l'action des centaines de fois. Vignales sort de sa trajectoire et il vient couper celle de Pecco parce qu'il sait que Pecco revient par là, forcément. Mais c'est normal qu'il coupe sa trajectoire. Il y a parce qu'il s'est fait toucher par Pecco. Mais surtout, il y a un écart de ligne quand tu changes d'angle, en fait, c'est évident. Ouais, donc c'est aussi à Pecco de rendre un peu la main et de se dire, mais en fait, quand sur le virage, tu rentres de cette manière-là de la part de Vignales, forcément, t'es obligé de resserrer et potentiellement, parce que tu sais que le pilote va revenir sur ta droite et du coup, potentiellement, t'es obligé de laisser la porte ouverte. Oui, mais Pecco aussi dû rendre la main un peu en se disant il est devant moi, il a passé. Si moi je reviens, je vais forcément le taper. Et il est derrière. Enfin, Vignales, il est devant. Donc en fait, pas au moment où il se rentre dedans. Ouais, mais c'est compliqué. Pas au moment où il se rentre dedans. Pecco, justement. Je pense qu'il y a 2 axes. Premièrement, il se touche. Alors on va dire, je pense que pour le coup, Bagnaia touche un peu Vignales. Vignales, tu vois,
il est désarçonné, donc il essaie de redresser sa moto pour pas tomber. Bah, si en redressant, il est obligé. Oui, mais s'il est un meilleur pilote, il n'a pas besoin de. Non, mais du coup, en se redressant, il est obligé de tirer tout droit. Et pourquoi il va tourner Bagnaia, il aurait dû freiner et partir. Et pour le coup, moi vraiment, Vignales, pour moi, son dépassement, ok, ils sont touchés. C'est Vignales qui tente le dépassement à la base, c'est à lui de faire attention. Non, il est passé sur le premier virage. Non, mais d'accord, mais vu que c'est une chicane, c'est un pif-paf. Oui, mais dans ce cas-là, il est passé. Tout l'ensemble du virage, des deux virages, donc, que tu dois prendre en question quand tu fais non, c'est celui-là qu'il faut prendre. C'est le petit contact, et après, il se redresse et il se touche, il donne et il se tape. Tu peux pas faire un passe au premier virage et après ne pas penser aux conséquences sur le virage d'après. Dans cette succession de virages. Avant, il y avait rien, c'est juste le contact, il se fait dans le même virage. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment, ce qui pose problème, c'est aussi le changement d'angle de Vignales parce qu'il fait un écart de ligne qui provoque le contact. Mais Pecco qui est derrière aurait aussi dû se dire, là il a eu le choix entre est-ce que je force et je perds pas de temps et ça passe ou ça casse, ou est-ce que je laisse un peu de la main et je sais que je suis en mesure d'aller le récupérer. Et là il savait qu'il était en mesure d'aller le récupérer, il a forcé, mais c'est pas une mauvaise chose d'aller forcer, mais pour moi du coup c'est un fait de quand tu fais la pole, tu sais que t'as le rythme, il faut laisser partir un peu et puis après tu sais que t'as le rythme pour récupérer les mecs devant. Honnêtement je sais pas si Bagnaia aurait pu récupérer, voilà, il avait déjà perdu pas mal de place. Mais il avait la moto pour Non, mais je sais pas s'il aurait pu gagner cette course ou finir sur le podium. Je sais pas ça, je suis pas en train de dire ça. Je trouve juste que sur l'action, peut-être que Vignales était plus rapide, etc. Mais je trouve que c'est la faute majoritairement de Vignales sur cette action. Il n'y a plus de sanctions, donc c'était tort partagé. Bon, après les sanctions, est-ce qu'on peut se baser dessus? Quand t'écoutes les débriefs des pilotes, oui, c'est compliqué, mais surtout quand t'écoutes les pilotes en débriefé, les pilotes sont tous raccords pour se dire c'est un fait de course. Et ils étaient très énervés sur le moment, et je suis d'accord avec toi, par contre, pour revenir sur le fait qu'ils en soient venus aux mains, la manière dont ça a été fait, c'est stupide. Et en même temps, t'es dans l'effervescence de la course et c'est pas les seuls pilotes à être venus au mains. Pour une fois qu'on voit quelque chose de pas polissé, je suis désolé, des fois tu montres pas l'exemple, mais à un moment, les mecs, tu vois, ils sont humains, c'est bien aussi de le voir, les mecs se poussent et tout. C'est là où je fais une distinction. T'as le droit d'être énervé, d'avoir des émotions et de faire des gestes déplacés. T'as des émotions, voilà. Mais pour moi, il faut qu'il y ait des sanctions ou un communiqué derrière qui dit l'image qu'on a montrée de notre sport, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais c'est ce qu'ils ont fait les pilotes. Non, mais là, c'était les sanctions. Excuse-moi, est-ce que c'est un sport de combat ou est-ce que c'est un sport de course? C'est un sport de combat. Malgré tout, c'est un sport où t'as pas le droit, ça va quand même au contact. Oui, mais c'est pas, alors là, je vais ressortir excuse-moi, Ophélie, je vais ressortir les arguments que j'ai mis sur Twitter. Les seules personnes qui ont le droit de toucher un pilote au sol dans le bac à gravier, c'est un médecin. Et qu'est-ce que Vignales vient faire? D'aller taper la main du copain, l'embrouiller et voilà. Ça se trouve, Bagnaia, il te pas remis de sa chute. Il a pas le droit. C'est parce que déjà, 200, déjà t'as l'adrénaline qui fait que déjà, t'es chaud. D'accord. Mais l'adrénaline, j'en mets pas en question. Je dis, c'est pas des robots, j'en suis conscient. Mais c'est bien de pas avoir des robots, justement. Non, mais ils courent tous les week-ends, donc la chute, ça fait partie du sport, que ce soit un fait de course ou une erreur d'un autre pilote. Et quand tu finis dans le bac avec un autre pilote, il y a un respect à avoir sur ce qui s'est passé. Mais parce que là, on pense que c'est l'autre qui l'a pas respecté, donc ils veulent montrer que ça sera toujours la faute de l'autre. Oui. Ils ont un ego énorme. Ce sera toujours la faute. Ce sera jamais leur faute. Ils ont un ego énorme. Quand tu regardes Bagnaia qui chute aux États-Unis, qui dit c'est pas ma faute, je comprends pas ce qui s'est passé. 2 semaines après, elle revient sur sa décision, mais c'est parce qu'ils ont un ego énorme et ils veulent pas forcément admettre. Surtout que c'est du quartier du dire, est-ce que t'as dit là, tu le redis plus. Mais après, pour moi, le fait qu'ils en soient venus aux mains, je nie pas le fait que c'est une mauvaise chose, que ça aurait pas dû avoir lieu. Ils sont pas non plus battus. Oui, voilà, ils se sont mis. Ils sont poussés. Et pardon, mais Vignales le pousse, mais en fait, Pecco se lève. Enfin, donc, en fait, mais c'est pas les seuls à s'être poussés, tu vois. Enfin, c'est pas les seuls. Tu prends Bezzecchi l'année dernière, qui défonce un Marshall parce que le mec arrive pas assez vite. Enfin, c'est pas une nouveauté. En fait, il y a rien de nouveau sous le soleil que ça arrive qu'ils en viennent aux mains. C'est quelque chose que moi, personnellement, en tant que spectateur, je veux pas voir. Oui, mais tu peux pas. Je suis d'accord. J'aimerais pondérer, à vous entendre parler, on a l'impression que c'est du MMA. Ils se sont juste poussés et ils sont pas tombés. En plus, ils sont juste fait une petite poussette. Non, mais là, je parle d'un point de vue. Moi, j'ai ma grande sœur qui a regardé le Grand Prix. Elle regarde jamais. Elle s'intéresse pas du tout au sport. Elle sait que j'y étais. Et ce jour-là, du coup, c'est elle qui gardait mon fils. Donc, elle a mis la télé. Elle a regardé. Elle allume. Elle voit une chute. Donc, déjà, ça impressionne. C'était vachement impressionnant. Et après, elle voit des pilotes qui se battent. Vas-y, non, mais c'est quoi ce truc de malade que tu regardes? Tu imagines l'image qu'elle a? Moi, je regarde le rugby, c'est pour ça que je trouve que ça me choque pas, mais après, franchement, si on compare ce sport avec l'image que ça donne à d'autres sports, c'est rien, quoi. C'est quand même relativement rare. Dans aucun sport, sauf le hockey, des fois, le combat n'est autorisé entre les adversaires. Tu prends leur sport de psychopathe avec les voitures aux États-Unis, là,
Le NASCAR, ils sortent des voitures, ils se tapent sur la gueule, ils ont pas de pénalité Mais non c'est plus. pas un sport, c'est un truc. Oui, ça reste un sport qui est médiatisé, tu vois. C'est un sport qui est médiatisé. Après le gros intérêt que j'ai vu à ce qui s'était passé, c'est qu'au départ, seul Pecco était convoqué par la direction de course. Donc je pense qu'il était parti pour prendre une pénalité, puisque en général ils appellent que le pilote qui est parti pour être pénalisé. Et Pecco a dit, moi je veux bien qu'on en discute, mais il faut que Viñales soit là. Et donc Viñales est venu et bon, on est quand même assez longtemps après la course et il n'y a pas eu de pénalité. Donc je pense que le gros intérêt quand même de cet accrochage-là, mis à part le parti pris qu'on peut avoir ou la différence, pas nécessairement parti pris, justement la différence d'appréciation de ce qui s'est passé, ça va amener la direction de course à avoir un œil différent sur les actions qui se passent en course et à appeler pas uniquement le pilote, mais les deux pilotes qui sont c'est normal d'appeler les deux pilotes pour moi. Alors c'est normal, mais c'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est ils appellent le pilote qui veulent sanctionner. Dans ce cas-là, ils auraient dû faire parce que tu te bats pas tout seul. Alors c'est pas une histoire de se battre. Là, c'est qu'ils l'ont convoqué aussi pour l'action en piste. Moi, ce qui m'emmerde juste, c'est que je pense que la direction de course, elle a les moyens de demander aux équipes les datas pour pouvoir savoir si justement Non mais. Dans ce cas-là. Je suis d'accord. Elle a les moyens, mais elle est incapable de les comprendre, les datas. Non mais surtout que là, il n'y a même plus de data, c'est. Justement, là, la grosse discussion, c'est est-ce que le guidonnage, il est avant le contact ou après le contact? L'intérêt, il est là, d'avoir des datas. Est-ce que Viñales mérite sa place dans ce championnat ou pas? Pour l'instant, il est meilleur qu'Espargaro. Hein. Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est aussi, est-ce que tu aurais cette réaction si c'était pas Bagnaia qui était concerné? Écoute, si c'était Fabio Quartararo, à partir du moment où c'est le pilote leader du championnat, oui, j'aurais cette réaction. Oui. Parce que il y a un moment donné où il y en a qui jouent le championnat, il y en a qui jouent les 10e places. Et voilà. Oui, ils jouent pas la 10e place. Mais du coup, tu peux pas dire que t'as pas le droit d'être énervé quand tu chutes et qu'il se passe un truc en course. À partir du moment où tu joues les points. Non, mais, de toute façon, c'est ce qui va se passer avec. C'est ce qu'a dit Binder depuis quelques courses. Compte tenu des réactions qui sont et des sanctions qui sont prises par les directions de course, il y a des dépassements qui ne se feront plus. Mais c'est pas normal, on veut voir du spectacle. Voilà, ça me rappelle quelque chose. T'as dit c'était Binder. Moi, je me souviens d'un autre Binder qui a niqué le championnat d'un autre pilote à Valence il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Ouais. Et tout le monde est tombé dessus en disant mais pourquoi il tente ça lors de l'avant-dernier virage alors que l'autre joue le championnat? Et c'est pareil. Et les dernières... non, tu vois, moi j'étais pas d'accord à cette époque. Il s'est battu, il a envie de marquer des points. Oui, la personne en face de toi, c'est le mec qui est en tête du championnat, mais potentiellement, là, en effet, oui, mais lui, il veut marquer des points aussi. Non, si tu vas finir. Je dis pas de pas doubler, je dis d'être précautionneux dans ce virage, de pas faire n'importe quoi. Oui, mais en fait, si c'est Viñales, s'il a le choix entre aller se battre avec Pecco pour potentiellement finir sa course 5e ou potentiellement la finir 12e parce qu'il s'est pas battu, autant qu'il. Mais comment ils font les autres? Ils doublent pas en foutant tout le monde au tas. Et pire, c'est des compétiteurs et on veut pas leur dire ça. C'est des compétiteurs. Marquez, il se pose pas la question et pourtant Marquez, il est pas en train de jouer le championnat. Et Marquez, il a pris une pénalité parce qu'il a fait n'importe quoi. Mais il a pas utilisé sa pénalité. Il en a pris une. Après, c'est un autre débat, mais. Quand tu sais pas écrire une pénalité, tu changes de boulot. Bref, je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Ouais. On a le droit de pas être d'accord. En tout cas, pour parler de Marquez et Bagnaia, ça aurait été Marquez, on aurait fait encore plus de pataquès que là, Bagnaia. Mais moi, j'en peux plus de ça. À un moment donné, il faut arrêter. Je suis pas sûr. Exercice intéressant. C'est pas Viñales, c'est Marquez. Et Bagnaia, alors là, tout le monde l'insulte. Merci, Jean-Marc. Non, mais c'est vrai. Tout le monde insulte Marquez. Pour moi, ça serait pas justifié. En fait, ça reste un fait de course. Mais je suis bien d'accord sur le fait que c'est un fait de course. Je veux dire, ça aurait été Marquez, ça aurait été toutes les émotions auraient été décuplées. Ouais, mais encore une fois, et d'ailleurs, parlons-en de Marquez parce qu'on a eu ce débat, mais après le Grand Prix, mais pendant le Grand Prix aussi avec plein de personnes. Ouais. Putain, mais les gens, vous nous cassez les pieds avec Marquez, quoi. Faut arrêter à un moment donné. On a eu des débats oui, les fans de Rossi, vous êtes des personnes horribles, vous nous gâchez nos Grands Prix, putain, mais vous nous faites chier de la même façon avec Marquez. À un moment donné, vous êtes là, oui, Marquez. Non, sauf que quand Marquez tombe, je suis désolé, j'étais au moto. Non, mais oui. Mais dès qu'il tombe, il y a tout le monde qui l'insulte, qui l'a eu. Et ça, je trouve que c'est naze. J'ai pas fini ma phrase. Ah, pardon. Mais justement, en fait, ils sont là, ou moins Marquez, et putain, il y a eu la même chose avec d'autres pilotes que Marquez a fait chier. Par contre, je te rejoins sur le fait que la manière dont les gens font, que ce soit sur le circuit, sur Internet, partout, les gens nous font chier, en fait, que ce soit les anti-Marquez, juste faut arrêter à un moment donné en l'occurrence, comme tu parles, les gens sont contents. Genre, pendant le week-end, il a été hué, il a été insulté et c'est n'importe quoi. Le dimanche, il y a plein de gens qui étaient contents de le voir tomber. Moi, la première, ça me saoule parce que Marquez, au-delà de tout ce qui a pu se passer, je suis très fan de Rossi, mais avec le passif, je trouve ça lunaire.
Mais les gens en font quand même des caisses. Enfin, vraiment. Je suis pas d'accord. Ah si. Ah si, Pardon. tu peux pas insulter un pilote. Alors, tu peux pas. Même pas le Je parle des pro Marquez qui se sont plaints du non, moi comportement des anti-Marquez. je parle du fait que les gens en font des caisses avec le fait d'insulter Marquez dans tous les sens, sous prétexte que le mec, il fait tomber quelqu'un. Oui, il a fait tomber quelqu'un. Alors sur Oliveira, je dis pas, c'était au Portugal. Je comprends que les Portugais étaient très vénères. Là, le mec, il passe son scooter devant des gens. Les gens l'insultent. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est pas normal. Et il faut arrêter parce que ça serait pas Marquez, on ferait pas ça. Après, pour le coup, pour les pro Marquez qui se sont plaints de cette fait insulter, emmerder, etc. C'est désolé pour eux, mais il faut arrêter de dire que ces personnes qui le font sont des fans de moto. Ce sont pas des fans de moto, ce sont des gens qui sont mal éduqués. Avant d'être des fans de moto, t'es un humain. Beaucoup de gens malheureusement, il y en a beaucoup. Oui, mais il y en a beaucoup. Mais en fait, pour moi, avant d'être fan de moto, t'es un humain, t'as une éducation. Et si t'es pas capable de te dire à un moment donné, je vais pas aller insulter cette meuf parce qu'elle a une casquette Marquez. Enfin, je vais aller insulter cette meuf parce qu'elle a une casquette Marquez, mais c'est juste que t'es un gros débile, en fait. Juste. Et moi qui étais la première en 2015 à dire Marquez, je te déteste, j'ai envie de me défenestrer tellement ça me saoule. C'est pas pour autant que je vais aller insulter Marquez et lui lancer des trucs comme des gens peuvent le faire à travers les grillages. C'est ça qui me dérange, c'est que dès qu'il fait quelque chose, de toute façon les gens ils deviennent débiles. Mais c'est ça, ça serait n'importe quel pilote, Nakagami qui avait fait un strike l'année dernière ou 2 ans. Ouais, en fait, on n'en a pas parlé autant. Hein. Non, je pense que la dernière fois qu'on a parlé d'un truc aussi important, c'est Zarco quand malheureusement Rossi a failli se faire buter sur piste. Bah oui, mais en fait, je pense qu'il y a ça n'a pas été autant, je trouve. C'est jamais aussi démesuré. En Italie, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Mais du coup, il y a cette image très les fans de Rossi, vous, et en fait, faut arrêter. C'est pas que les fans de Rossi. Pour moi, c'est vraiment les gens qui sont mal éduqués. Alors, je te rejoins, sauf que malheureusement, en tout cas sur les circuits français, il y a une majorité de fans de Rossi par rapport à tous les autres pilotes. Donc, c'est ceux-là qu'on voit. Et quand ils sont mal polis, on dit c'est les fans de Rossi. En tribune on était en tribune Zarco, on était ensemble. C'était potentiellement des fans de Zarco, sauf moi, j'étais l'intrus dans cette tribune, mais même si j'aime beaucoup Zarco, peut-être pas dire ce que j'ai pas dit, mais les gens étaient aussi très contents. Il y a eu l'effet domino de Marquez est tombé trop bien et putain Zarco est sur le podium. Et là je te rejoins, je sais pas je l'ai dit d'ailleurs, je sais pas quelle était la part réelle de gens juste contents pour Zarco et de gens contents pour la chute de Marquez. Contents pour la chute. J'ai pas tu vois, pour le coup, alors moi c'était pas très neutre parce que j'étais entouré de la secte boîte à clapper. Et c'est ce que Kevin a pu dire. Boîte à clapper. Non, mais en fait, il y avait toute la famille, les gens de la boîte à clapper, les potes, les cousins, les tantes, les chiens, tout ce que tu veux, il y avait tout le monde. Et du coup, il y avait vraiment, les gars ont eu ce truc de merde, Marquez est tombé, ça fait chier. Alors qu'ils sont très fans de Rossi. Et après, c'était en mode, et en fait, il y a eu une explosion de joie de Zarco est sur le podium. Ouais. Mais je trouve pas ça, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de Marquez, et je peux l'entendre, qui étaient vraiment en mode, les gens sont contents alors que Marquez vient de tomber, et du coup, c'est une incompréhension quand le pilote dont t'es fan tombe. Mais tu peux pas reprocher aux gens d'être contents, quand, un fait de course, pardon, mais Marquez, il est tombé tout seul, mais il a fait chier personne, il a fait tomber personne, il a gâché que sa propre course, provoque le podium d'un autre pilote. Il a fait chier Alberto Puig quand même. Ouais, mais bon. Ouais, et son père. Tu vois, moi tu vois, le début de course, quand Marini tombe sur les écrans, on ne voit pas que c'est Marini, on voit juste une VR46. Je me suis rassise dans ma chaise et j'avais envie de pleurer et j'étais vénère. Et Kevin m'a parlé, j'étais là, laisse-moi 2 secondes et j'étais deg. Mais en fait, si c'était Bezzecchi qui était tombé, parce que je pensais que c'était Bezzecchi pour le coup, mais que derrière Zarco ou Fabio auraient eu un podium, tu vois, je me serais pas dit putain, les gens ils sont vraiment trop contents d'être contents, mon pilote préféré il est tombé. Enfin, non, mais c'est l'explosion de joie à ce moment-là. Ouais, mais ça pour le coup, que ce soit Marquez ou un autre, ça existe que. Je pense que si c'était pas Marquez mais Miller qui était tombé, qui était en tête, je sais pas. Sur les tombés Miller, personne n'a réagi. Mais il était pas en tête. Ouais, ça provoquait pas le podium de course. Ouais, mais ça provoquait pas le podium de Zarco. C'est pas pareil. C'est vrai. C'est pas pareil. Mais bon, tout ça pour dire qu'à un moment donné, les gars, faut arrêter d'insulter des gens qui sont fans d'un pilote et faut arrêter d'insulter les pilotes. Moi, c'est sur le retour de Marquez où je suis déçu parce que effectivement, il fait une course quand même qui est pas mauvaise. Enfin, surtout, il fait une bonne reprise, il fait une bonne qualif. Ouais, il part deuxième. Le samedi, il court bien. Je crois qu'il fait P5. Le samedi. Ouais, et il joue le podium pendant longtemps. Et là, il joue le podium. Et moi, le prisme qui m'embête, c'est que quand c'est Pecco qui chute parce qu'il se fait titiller soit par un Bestiani ou par un Bezzecchi, on dit putain, c'est un fragile. Putain, vous voulez vraiment me mettre tous les et quand c'est Marquez qui se fait titiller par Martin et que Marquez chute,
on dit putain, il a quand même fait une belle course. Moi, c'est ce prisme-là qui me gêne. C'est-à-dire que Marquez, il fait quand même un bon retour dans l'ensemble, mais le dimanche, il chute, donc ça reste quand même chiant parce que c'est 0 point. Et c'est la différence de vision, c'est quand même un mec qui a quand même 8 titres derrière lui, donc quand t'as un pilote qui revient derrière toi et qui te double, bah, il faut réfléchir un petit peu. Ça sert à rien de te dire, il faut que je redouble le virage d'après. Parce que Marquez et Pecco, ils ont pas le même passé des 2-3 dernières années. Ils ont pas la même moto. D'accord, mais attends, Marquez, avec sa Honda, sachant tout ce qui est arrivé, il a quand même il était là. Que Bagnaia, quand il tombe tout seul, tu peux dire, avec la moto qu'il a, il tombe. Waouh, je suis d'accord. C'est intéressant le biais que vous citez parce que Ophélie l'a dit tout à l'heure, parce qu'on a ce biais-là. Ah, mais Pecco, ça fait 5 grands prix, il chute 3 fois. Ils ont pas la même moto. Marquez, il fait 2 grands prix, il chute 2 fois. Et il y a un, non, parce qu'il mais du coup, là, on revient à ton argument de, il est pas en train de jouer le titre. Marc Marquez, moi, je l'ai mis en favori cette saison. Ouais, mais avec Pecco, ça me fait fou. C'est là où moi, ça rentre dans ma déception. C'est-à-dire que c'est quand même un pilote. Alors, j'ai pas regardé en précision les stats, mais sur les 50 derniers Grands Prix, donc c'est-à-dire depuis 2020, il y en a que 20 où il va à l'arrivée. Et il y en a beaucoup où il était pas là aussi. Où il était pas là, mais il était pas là parce qu'il était blessé, parce qu'il fait des conneries en course. C'est un pilote qui est quand même 8 fois champion du monde, qui revient et qui sait qu'il est en difficulté avec sa machine. Il doit savoir se contenter, et c'est ce qu'il dit souvent aussi, qu'il faut qu'il ait un pilotage plus raisonnable. À mon avis, il doit être plus raisonnable. Mais sur une course comme ça. Et là, pour le coup, je pense qu'il avait pas envie d'être raisonnable, et de toute façon, ça se voyait dans son week-end, et il l'a dit lui-même, il a dit, je préfère tomber que finir 10e. Mais là, il allait pas finir 10e, il allait faire 3. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. Les mecs, ils disent, ouais, il y a eu aussi un autre mec d'Honda qui est venu, oui, il fera jamais une course pour être 10e. Mais je pense qu'il peut pas faire ça. Lui, c'est tout ou rien. Ce n'est pas possible. Quand tu es un pilote où tu t'es blessé, où tu reviens, tu te blesses, tu reviens, tu te blesses, tu reviens, à un moment donné, il faut courir différemment. Et puis surtout quand tu joues le titre. Parce que peut-être que pour lui, il n'arrive pas à faire ce switch en disant j'ai été blessé et il faut que je me reconstruise avant de vouloir gagner à tout prix. Il le fait quand même plus que ce qu'il pouvait faire. Il est absent longtemps. Ouais, mais je pense qu'il a pas la machine pour aller chercher ça. Il est obligé de, il est au surpilotage maximum pour moi. Oui, mais alors c'est là qu'est le problème, c'est qu'effectivement, il est au surpilotage maximum. Mais il montre à tout le monde qu'il peut gagner avec cette machine. Non. Si. Bah, si. Oui, mais bien sûr. C'est ce qu'il veut montrer. Mais c'est simple. Tu vas au Sachsenring, ça tourne à l'envers, il va tous les miner. Mais pour ce jour-là, faut pas qu'il soit blessé. Donc si tu veux pas te blesser et si tu veux être à 100% au Sachsenring, les courses où tu peux pas gagner et où tu peux faire 3, tu fais 3. Moi je le comprends, mais lui il le comprend pas. Mais bien sûr que si, puisque quand il arrive dans son box et qu'il a chuté, il dit j'avais un podium. Mais non, parce qu'il est obligé d'aller titiller la limite pour se dire il faut que je gagne cette 10e qui rattrapera la Ducati. Que ce soit Marquez ou quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Marquez, mais c'est la mentalité du pilote aussi qui est comme ça. Le mec, il va toujours à la limite et il a toujours, pendant des années, il a conduit il a piloté avec une moto. Il pourrait lui mettre le guidon à l'envers qu'il aurait été capable de faire ce qu'il faisait. Le mec, c'est un extraterrestre. Donc forcément, là, tu lui dis, temporise-toi. Il sait pas faire. Il a pas appris à se temporiser. Non, c'est l'expérience qu'il a depuis 2020. Il devrait avoir acquis cette expérience qu'il vaut mieux finir la course que finir à l'hôpital. Ouais, mais en fait, avec le peu de courses qu'il a fait, tu vois, l'expérience. Ouais, mais lui, il est resté bloqué sur. Il faut que je monte à Toulon, je suis le meilleur. Mais c'est ça. Et je pense qu'il y a une énorme question d'ego. Il est le meilleur aujourd'hui sur la grille. C'est le meilleur. Personne lui enlève ses 8 titres. C'est énorme. Ce qu'il fait en revenant, pour moi, c'est le meilleur. Mais moi, je suis d'accord avec Stéphane. Pour le coup, il y a des pilotes que je trouve exceptionnels. La manière dont Marquez revient, très peu de pilotes seraient capables de le faire. Tout le monde le critique, mais quand il est là, il fait quand même le spectacle. Et surtout de remettre la Honda à ce niveau sur la piste, alors qu'à côté, on a le Mir qui, malheureusement, et moi, ça me frustre et je me dis que ça doit être... Qui ça? Mais voilà, en fait, vraiment, ça me fait de la peine parce que je pense que ça doit être tellement horrible pour ce mec d'être parti d'un team déjà. Personne l'a forcé à aller chez Honda. On s'en doutait quand il est chez Honda, on s'en doutait ce qui lui arrivait. On s'en doutait, mais il a fini une course sprint, une course du dimanche. Et vraiment, pour moi, c'est un taureau qui l'éjecte. Ça Marquez, personne n'a résisté, même pas son frère. Non, mais c'est ça. Est-ce que ça serait pas plus beau si Marquez avait marqué 16 points de plus le dimanche soir? Si, mais ce qui n'empêche que moi, de l'avoir vu faire un week-end comme il a fait, oui, il est tombé. Oui, ça fait chier, j'avais pas envie de le voir tomber. Et je faisais partie de ces personnes qui étaient dégoûtées de le voir tomber. Mais en même temps, il a montré que le mec, il est pas mort. Il est capable de faire des choses. Non, mais il y en a qui pensent que Marquez est mort. Mais évidemment, tu auras des discussions avec, pour le coup, des mecs sur le Grand Prix et des mecs random. Et encore, comme tu dis, c'est des gens qui viennent parfois voir qu'une course dans l'année.
Oui, mais en fait, les mecs se disent, bah ouais, ok, il a été blessé, il revient, oui, il fait des trucs, mais bon, c'est Marquez, tu vois. Mais sauf que, bah, pour des gens comme nous qui suivons les courses, ben moi, je trouve que c'est agréable de le revoir à ce niveau et revoir, comme tu le dis, il y a du spectacle, en fait. Il est là, il fait le truc. Il tient le show, hein. Il tient à chaque fois. Enfin, genre, quand il est en piste, il tombe pas. Ça bagarre, ça double. Enfin, il lâche pas le morceau. C'est pas comme d'autres où dès qu'il y a un petit problème de pneu, ça lâche et puis vers 3, 4, 5, 6, 7, 8 et tu le vois plus. Lui, après, il reste accroché à sa place. Après, si tu veux, moi, le gros intérêt que je vois, c'est que, bon, Pierre, tu l'as dit, c'est que sa deuxième course, puisqu'il a été pas mal blessé, il reste encore beaucoup de courses, quand même. Beaucoup de points. Et donc, je comprends pas qu'au bout d'un moment, tu rentres pas, sans nécessairement rentrer en mode gestion. Mais Bezzecchi a pas non plus pris énormément d'avance. Donc je pense que même quelqu'un comme Marquez, dimanche matin, il est pas perdu pour le titre. Parce que le problème, c'est qu'une course, c'est un pilote qui va dominer, la course d'après, il va tomber, c'est un autre. Et en fait, finalement, sur toutes les courses, les pilotes sont tellement inconstants qu'au final, tu peux dire tout le monde peut gagner. Enfin, t'as beaucoup de pilotes qui peuvent gagner. Il y a 5 ou 6 pilotes qui peuvent gagner. Qu'avant, des 5 courses, c'est vrai que c'était plié. Ah, peut-être pas plié. Mais enfin, Mais bon. Moi, ce qui m'embête, c'est que moi, j'ai l'impression que dans sa tête, il est encore en 2019 et que entre-temps, il y a quand même une autre hiérarchie du plateau qui s'est construite et qui doit s'adapter. Moto, hein, de toute façon. Il doit s'adapter et que moi aussi, je pensais qu'en début d'année, il pourrait jouer le titre. Et je suis déçu de voir qu'il soit pas capable de se réinventer en termes de gestion de course pour compenser cette différence qui est dans le plateau, quoi. Non, mais ça, je pense qu'après, on te rejoint tous sur le fait qu'il y a une certaine déception dans ce qui se passe dans son Grand Prix, mais vraiment, moi, je reste sur le fait que c'était ultra, enfin, je pense qu'il y a aussi l'effervescence de le voir du bord de la piste, mais de le revoir faire un bon week-end, entre guillemets, même s'il finit pas sur le podium, c'est satisfaisant. Le samedi, il était pas déconnant, enfin. Mais à l'inverse, s'il sait que le championnat s'est déjà plié, il peut se dire, écoute, autant que j'essaie de faire le max pour me faire plaisir, et puis voilà, hein. Mais tu joues pas un championnat mais pour le faire championnat, il y a eu plaisir. que 5 courses. Mec, c'est un professionnel. Mais déjà 5 courses. Et il est jamais perdu. Tu sais, c'est moi sur une course de karting. Par week-end, il reste encore plein de temps. Ouais, mais bon, tu pourras pas partir. Non, mais je pense il se dit que ça passera quand même. Je suis d'accord. Il se dit que ça passera, mais ça passe trop trop. Pico, c'est dit pareil, hein, mais c'est pas facile non plus. C'est la faute à Vignales. De Vignales, putain. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On va pouvoir en parler pendant des heures. De toute façon, on sera pas d'accord. C'est dommage qu'Olivier soit pas là. Il aurait fait la sage parole. Si par contre, ouais. On n'a pas beaucoup parlé de Zarco quand même. Mais oui, j'ai dit le tour de Marquez. Je croyais que c'était le tour. On a fini. Non. Ah ok, vas-y. Non, d'abord, avant de parler de Zarco, on peut parler quand même rapidement d'Augusto Fernandez. Il a pas fait un week-end. Alors, moi, j'ai un peu de mal à je suis très contente de son week-end. Après, j'ai un peu de mal avec la hype en disant, regardez, Augusto Fernandez, il est super, il est génial parce qu'il a pas fait un début de saison non plus tonitruant, mais oui, là, c'est incroyable. Le samedi, il a sorti, le fait qu'il sorte Fabio, moi, ça m'a bien saoulé, qu'il sorte Fabio des qualifs, mais non, moi, je parle pas que de sa course là. Il a vraiment un début de saison incroyable. Il finit dans les points à chaque course. Oui. Et c'était pas le cas de Rémi Gardner. C'était pas le cas des deux. Il est extrêmement discret. Enfin, tu regardes les courses, tu le vois pas, en fait. C'est ça. C'est même pas qu'il est là. Il est à sa place de rookie. Tu finis 13, 15, 14. C'est déjà énorme sur 22 motos pour un rookie. Donc, moi, ça me choque pas. Mais des rookies qui sont plus là. Ouais. Qui se montrent plus, qui sont plus médiatiques, plus. Oui, d'accord. Tu peux pas toujours avoir la chance. Après, il est dans un team où le team va pas non plus mettre en avant ses pilotes. Et il profite des Miguel Oliveira, Bastiani, Marc Marquez absent sur les courses, qui fait que normalement, mécaniquement, il devrait reculer au classement parce que ces personnes-là sont devant lui, bien sûr. Mais il est là, il fait pas beaucoup de chutes. Mais après, il a une bonne moto, hein, c'est la KTM. On n'en parle pas trop, mais ils ont fait quand même une belle bécane. Oui, mais tu vois, il y a personne dans le box à côté parce que Paul Espargaro est blessé depuis le début de la saison pour lui enseigner comment fonctionne la moto. Mais peut-être que l'écurie mère doit donner aussi peut-être des cartographies, des réglages. Alors qu'il donne des cartos, je pense que oui. Mais je pense que il manque un petit peu de je pense qu'avec un Paul Espargaro, ça va pas aider. Il va prendre plus. Mais ça prouve qu'il en a pas eu besoin non plus. Et ça, c'est vraiment intéressant pour lui. Je pense que c'est pas facile parce qu'effectivement, l'année dernière, les deux rookies chez Tech 3, ils ont eu une saison vraiment galère. Après, la moto était moins aboutie que cette année. Cette année, la KTM, elle semble un peu mieux. Et il réussit à faire des belles choses, quoi. Et une P4, c'est quand même pas rien, quoi. Ah non. Ouais, non, c'est clair. Bon, et puis en parlant de ce qui n'est pas rien, on peut quand même parler de Pramac qui fait un doublé sur le podium, avec Martin qui a fait un excellent week-end entre sa victoire
sa victoire le samedi et sa deuxième place le dimanche et la troisième place de Zarco qui a fait un sacré week-end aussi et qui a ravi tous les Français sur le circuit, je pense. Bah, il fait un bon temps en qualif, mais les derniers tours, il l'explose tous. Je crois que jusqu'à 2 tours de la fin en qualif, genre il est première ligne, puis après tout le monde qui lui passe devant. Donc il part 9e. En course, il se fait pas trop manger au départ, mais il profite ensuite des faits de course principalement. Mais après, il faut rester sur ses Il faut réussir à être P3. Et il finit pas non plus largué par rapport à Martin ou Bezeki devant. Donc belle course. Bravo, j'étais très content. Moi, je trouve que c'est un pilote qui réussit son début de saison. Oh, il fait plus que le job parce que c'est quand même pas simple à son âge avec le contexte Ducati où il y a quand même énormément de pression à la fois sur les officiels mais aussi sur les pilotes Pramac parce que tu sais pas combien il y en aura l'année prochaine, tu sais pas qui va faire, donc c'est jamais simple d'être dans ce contexte-là. Et puis il sait que il est sous pression quand même. Et, tous. Hein. En plus, il est à domicile, donc la pression elle est sur Quartararo et sur lui. Et faire une P3, moi je trouve que c'est vraiment cool. Moi je trouve qu'il fait un bon week-end quoi. Ah oui non mais je suis d'accord pour le coup. Moi je l'attendais pas à ce niveau le dimanche. Même s'il fait un bon début de saison. Quand tu vois P9, tu te dis il va pas être dans les 3 premiers. premiers. C'est ça, il fait P9 et en fait encore une fois ce que je disais sur Fabio tout à l'heure, mais pour moi les Français à chaque fois qu'ils sont là, ils ont une pression qui est tellement dingue. L'année dernière, il est arrivé au Mans, on lui a dit tu vas gagner. Oui. Donc forcément t'arrives en disant l'année dernière j'ai pas gagné, là on va encore me saouler parce qu'il faut que je gagne. Et c'est des pilotes. Moi Zarco c'est ce que j'appelle le pilote bonne franquette, tu vois, qui est très humain et très dans le ressenti, les sentiments et tout ce que tu veux. Et du coup, j'avais un peu cette appréhension de me dire, ok, il part P9, on lui met la pression depuis le début du week-end, enfin, foutez-lui la paix, quoi. Et en fait, pour moi, il a été exemplaire sur ce week-end. Il a aussi bénéficié, évidemment, de ce qui s'est passé devant, derrière, etc. Mais ça fait partie de la course. Et vraiment, j'étais trop contente pour lui, j'étais trop contente de le voir sur le podium. C'était vraiment, franchement, c'était vraiment chouette à voir et ça faisait plaisir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les garçons, ou est-ce qu'on passe au petit point franchise rapidement? Après Honda et Yamaha sont quand même dans une situation très compliquée. On le dit week-end après week-end et week-end après week-end, c'est toujours la même. Marquez, il a en main la capacité de remettre Honda sur le podium de manière régulière. Ça, je pense il faut qu'il l'intègre aussi. Honda a essayé un châssis Alex. Ouais. Mais tu vois, ça c'est une chose que, à l'inverse, Yamaha ne va pas faire, en fait. Yamaha va pas aller chercher les choses qui pourraient changer. Et je trouve que le problème de Yamaha, c'est vraiment aussi un problème de manière de réfléchir sur la construction de la moto, parce que ils sont trop japonais, comme. En fait, c'est ça. Fabio pourrait avoir tous les défauts du monde que vous voudrez lui trouver, ça y a pas de souci. Mais il y a aussi pour moi le team. Il y a des choses qui ne changent pas. Ça fait des années qu'on demande à Yamaha de changer des choses dans le team. Il y a tous les autres teams qui ont externalisé. Je vois Pierre qui secoue la tête, qui va d'accord avec moi. Mais pour moi, ça joue. En fait, il y a tous les autres teams qui vont aller faire des pièces dans d'autres pays, dans des pays européens. Ils le font. Mais Yamaha. Yamaha, c'est. Yamaha le fait, mais ils sont beaucoup trop. Yamaha, ils ont aussi un process. Ils ont un process de validation de. On va tester ça, mais il faut que machin valide, et puis il faut machin valide, et il faut machin valide. Et t'avances pas, en fait. Je suis d'accord pour dire Yamaha fait de la merde dans son développement de sa moto, ça on est d'accord, mais je suis pas d'accord pour dire que Quartararo est la victime de tout ça. C'est déjà lui qui a signé. J'ai pas dit qu'il était victime de tout ça. Je dis qu'il peut avoir ses torts, mais les torts sont partagés. Il a signé, il savait ce qu'il signait. Il connaissait la maison, en fait. C'est pas un fonctionnement qu'il découvre en débarquant dans une nouvelle écurie comme Zarco avec KTM en disant finalement ça me correspond pas avec qui je suis. Là, il est resté au sein de Yamaha. Il savait que c'était comme ça. Comme tu l'as dit, on sait que ça fait 10 ans facilement depuis 2015 que ça fonctionne comme ça chez eux, donc que ça fonctionne mal. Oui, mais du coup, si ça fonctionne mal, c'est comme tout. T'as une équipe où ça fonctionne mal, avec plusieurs pilotes différents, que ce soit, et c'est pas n'importe quel pilote. On pourra dire ce qu'on veut sur la fin de carrière de Rossi. Rossi, c'est pas n'importe qui. Rossi disait qu'il était pas écouté. Lorenzo, à un moment donné, a quand même dit, les gars, ça serait pas mal de m'écouter. Là, t'as Fabio qui dit, on m'écoute pas. Morbidelli, quand il l'ouvre, il s'en prend plein la tronche. Il y a aussi pour moi un problème de fond, et le fond peut aussi venir du team. Je crois que Fabio, là, cette année, qu'est-ce que tu veux qu'on l'écoute? Quand tu vas dans le box, il est toujours énervé. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais vraiment, tu peux pas dire à un ingénieur mécano, va dans cette direction si, à chaque fois qu'il parle, il dit toujours tout et son contraire, toujours vénère. Morbidelli qui fait partie du team, Morbidelli va dire,
ok, techniquement, il y a ça qui va pas, et on va lui dire, Morbidelli, tais-toi, t'es là pour piloter, t'es pas là pour développer. Non, je pense pas que ça se fasse comme ça. Bah, c'est la manière dont c'est fait dans les médias, en tout cas. Le Mais problème, les médias, entre c'est pas eux qui sont dans le Oui, team. mais tu vois, c'est la communication qui est faite par le team, qui met des tacles à son pilote, alors que le pilote, bah, il fait l'effort quand même d'avoir une réflexion. Donc, je pense que Fabio a quand même ce tort d'avoir re-signé, et du coup, il a le droit de se plaindre de, Oui. Il a été quand même champion du monde en 2021. Non, mais c'est ça. Avec cette moto. Donc ça donne quand même une certaine crédibilité à la fois à la moto et au pilote. C'est là qu'est le piège en fait. C'est que tout le monde a en tête ce titre en 2021. Qui était pas galvaudé. Qui était pas du tout galvaudé, puisqu'il a quand même largement dominé, enfin pas largement, mais il a dominé la saison. Et le fait est que il y a une révolution à faire chez Yamaha, que Quartararo, ça l'a énervé, il a fait plusieurs sorties. Eric De Seine l'a recadré. Et quand tu commences à te faire recadrer par Eric De Seine, bon bah au bout d'un moment. D'ailleurs, De Seine a un peu expliqué pourquoi ils étaient à la ramasse, Yamaha. Je sais pas si vous avez écouté l'interview. Et en fait, il expliquait que beaucoup d'autres constructeurs moto étaient maqués avec des constructeurs auto qui avaient une culture de l'aérodynamisme qu'on n'avait pas Yamaha. Et ils étaient en train, en ce moment, de recruter des gens pour l'aéro chez Yamaha parce qu'ils n'avaient pas cette culture-là. C'est ce qu'ils ont fait à la rentrée, ça ne veut rien. Et les ailerons sur Ducati, ils sont pas arrivés hier. Mais non, mais il n'y a pas que les ailerons, c'est un tout. Je suis d'accord. Tu vois, la KTM est développée par Red Bull. Tu vois, Audi, ils développent la Ducati. Et Yamaha, ils sont maqués avec personne. Et lui disait qu'il est obligé de recruter des gens et de remettre en place certains services. Ils ont déjà 4 ans de retard. Ils ont une division bateau. Mais parce qu'il a dit que oui, ils sont réveillés trop tard. Et qu'ils pensaient pas que, et au moins, ça allait vraiment trop bloquer le développement de la moto. C'est sûr que quand tu vois les aéros sur la Yamaha, enfin, il y en a un tout seul qui fait une piste de ski en bout de moto et il y a rien, en fait, quand tu compares à la Ducat, c'est sûr que. C'est simple, c'est Quartararo, il l'a dit, pour le coup, je trouve qu'il a raison. Plus tu rajoutes d'aéro, moins t'as de vitesse. Donc, il faut un moteur très puissant pour compenser la perte de vitesse. C'est les seuls à ne pas avoir. Je sais pas, Ducati, ils ont un moteur puissant, ils ont moteur aussi. Mais justement, c'est parce qu'ils ont des chevaux, Ducati peuvent se permettre de perdre en vitesse parce que sinon, si t'enlèves les ailerons sur la Ducati, je suis sûr que t'as pas un 400. Tu perds en maîtrise. Mais surtout, Yamaha ne veut toujours pas dépasser ce truc de changer de moteur et se mettre sur le même fonctionnement de moteur que les autres. Parce que de toute façon, c'est trop compliqué maintenant de casser l'architecture de la moto. Mais il va falloir que la question se pose. Ils ont pas le savoir-faire de faire un V4. Il va falloir la question se pose. La question se pose, ça veut dire que là, t'es obligé quand même de te maintenir dans la catégorie, donc de continuer un développement avec un 4 en ligne, et en parallèle de lancer un développement de V4, ça implique des coûts de développement qui sont quasiment doubles. Ah mais oui, et si tu veux revenir avec un V4 compétitif et garder quand même un 4 en ligne à peu près en ligne avec le plateau, c'est impossible. Ouais, mais parce que du coup, ça veut dire que jamais ils arriveront à égaler ce truc. Si le problème vient du moteur sur la moto, c'est que... Le fond du problème, c'est que le 4 en ligne est arrivé au bout de concept, puisque le 4 en ligne, ça leur amène un empattement plus court, donc une agilité. Ils ont joué énormément sur ce facteur-là depuis le début de ce concept-là, on va dire depuis 10-15 ans, et que maintenant, ils sont arrivés au bout du bout de l'os de ce concept. Et que le concept, pour aller vite en MotoGP, il est sur des V4 maintenant. Ouais, mais tu vois Suzuki, les victoires qui t'amènent en fin de saison dernière, là, un 4 en ligne, ça marche encore. Oui, mais c'est parce que Suzuki a trouvé des choses que Yamaha n'a pas trouvées. Ils avaient qu'à débaucher les ingénieurs, enfin peut-être qu'ils l'ont fait. Mais c'est trop tard. Moi j'aurais racheté la moto. Ou pris le pilote déjà. Après oui, l'exemple de Suzuki, c'est à mon avis ce qu'ils auraient dû suivre. Mais ils ont pas suivi. Et de toute façon, on sait le problème des pilotes test, quand Vignales et Rossi viennent chercher le directeur de projet en conférence de presse. C'est clair. Mais c'était en 2018, mais c'était hier. Rien n'a bougé. Rien n'a changé. Mais c'est pour ça, tu vois, quand Fabio il re-signe, à quel moment il se dit, on n'a pas écouté un triple champion du monde Lorenzo, on n'a pas écouté un non-nuple champion du monde Rossi, moi on va m'écouter, et tout va changer chez les mains. On dirait ce qu'on veut, Fabio il est libre de ses décisions, mais il est pas tout seul, il est aussi entouré. Vraiment pour le coup. Franchement, moi je suis désolé pour lui, j'aime pas critiquer Fabio, c'est un Français, il a ramené un titre de champion du monde, c'est énorme. Mais je trouve que c'est un grand garçon, il a pris ses propres décisions avec son manager. Au bout d'un moment, tu dois faire avec la moto que t'as. Je veux dire, quand il y en a qui ont mangé pendant des années leur pain noir sur des Aprilia ou des KTM, je parle à Binder ou aller chez Spargaro, ils savaient qu'ils avaient une moto de merde à développer, ils développaient une moto de merde. Voilà, c'est ça. C'est que tu sais que tu es dans un team pour développer une moto pour être champion. Lui, il était dans un team qui a été champion. Donc, il a pas à redévelopper quelque chose. Il doit avoir du matériel.
C'est comme Bagnaia, il est pas champion et après il se dit je vais redévelopper une moto pour être champion dans 5 ans. Mais il veut capitaliser sur son champion. Oui, sur le fait que soit champion. Il faut savoir ce que tu fais, c'est-à-dire que tu peux pas non plus arriver dans chaque team en disant je suis uniquement un pilote d'exploitation. C'est-à-dire Mais quand t'es un top team, si. Non. Ah bah si. Non, parce que quand tu es un top team, tu dois conserver une capacité de développement et tu dois avoir des pilotes de développement. Tu dois être au moins dans les 2 premiers. C'est pas comme chez Apria, tu faisais toujours dernier et tu sais où tu vas pour essayer de développer quelque chose. Oui, mais le développement, il se fait avec un Savadori. Hors de la piste. Il se fait pas il se teste le dimanche en course, mais tu viens avec des solutions le dimanche en course que t'as déjà plus ou moins éprouvé, quoi. Là, j'ai l'impression que effectivement, Quartararo est dans un modèle d'exploitation et que Yamaha ne se met pas en mode de développement. Et le fond du problème, il est là. Je pense qu'ils sont en développement, mais pas aussi fort que ce qu'ils devraient. Moi, je pense que de toute façon, on pourrait en débattre pendant des heures et on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Et oui, il va falloir une bière pour finir ça. On dit juste un petit mot sur les résultats. Moi, je vous fais rapidement un point sur mon championnat préféré, qui est quand même un des championnats les plus accessibles en France pour ceux qui peuvent pas se permettre d'aller sur des courses comme Le Mans qui malheureusement ont un coût et coûtent cher. Mais et surtout sont vite pleines. Hein. Oui, en termes de franchement, billets. il faut prendre ses billets très vite et bref. Les promos sport. Mais pour le coup, du coup, on va parler rapidement du Superbike français. Je vais juste vous donner les résultats des courses parce que sinon on va faire un épisode très long et il y a quand même un événement dont je voulais vous parler. Donc d'abord, on commence par la catégorie reine avec les 1000. La course 1, c'est Kenny Forêt, Mathieu Ginès et Grégory Leblanc sur le podium, suivi pour la course 2 d'un nouveau de Forêt, Ginès, mais Dimiglio, donc que vous connaissez bien pour ceux qui suivaient le MotoGP il y a quelques années. En 600, en Super Sport 600, on a eu Johan Gimbert, Mathieu Gregorio et Enzo de la Vega en course 1. En course 2, à nouveau Mathieu Gregorio, Enzo de la Vega et Loïc Herbel. Donc on peut voir que c'est des podiums qui bougent pas trop. Et surtout, ce qui s'est passé ce week-end, c'est la première victoire féminine en Super Sport 300 depuis 14 ans avec Justine Penmont qui a remporté sa première victoire en Superbike français sur la course 1, suivie de Ryan Chabot et Jefferson Delbox en course 1. En course 2, c'est à nouveau le dernier du podium qui sera premier sur la deuxième, donc Delbosque, suivi par Cyprien Bébi et Kylian Rossignol. Donc voilà, moi je voulais juste faire un mot sur Justine Penmont qui m'impressionne de course en course avec un potentiel qui se montre de plus en plus et qui se développe de plus en plus. Donc voilà, donc je suis très contente qu'elle marque son premier podium et surtout ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas eu une pilote féminine à ce niveau, donc voilà, je voulais juste en dire un mot parce que je trouvais ça important et encore une fois rappeler que ce championnat existe, qu'on a plein de personnes que vous pouvez suivre un peu partout sur les réseaux qui travaillent sur ces grands prix, que ce soit des mécanos, des teams, des photographes, des graphistes, etc., qui sont des personnes très accessibles et très intéressantes à suivre en termes de travail. Donc, ouais, je trouve ça important d'en parler. Moi, ça m'a forcé justement à aller voir un petit peu ce qui se passait au niveau de la voiture, c'est-à-dire sur le karting. Et je pense que la FFM aurait pas mal raison de s'inspirer sur ce que fait la FFA pour accompagner des pilotes de kart, parce qu'il y a un fonctionnement assez intéressant où justement il y a un accès. Enfin, comment dire, il y a beaucoup de support pour arriver à de la F4 et je pense que justement le FSBK ça doit servir à ça, même si là pour le coup en FFM ils ont aussi lancé des petites catégories dont on pourra parler dans un autre épisode, mais des wildcards en FFM pour aller faire le Superbike avec le GMT. Parce qu'on a vu avec l'année dernière c'était Grégorio, non c'est Grégorio, il me semble qu'il est allé, il y avait 2 bis. Non, c'est 2 bis qui a toujours été wildcard ces 2 dernières années. Ils en ont eu 2 l'année dernière, mais pour le coup là ils font quand même des trucs chouettes. Après encore une fois c'est le GMT c'est c'est ça, mais les pilotes de French Superbike étaient au Mans sur la scène avec les gens, mais là la FFM du coup a quand même lancé le Moto 5 et Moto 4 qui sont tout petits enfants trop mignons, mais qui permet aussi de commencer à dénicher des talents français. Je pense qu'ils vont aider, qu'on verra sûrement dans très longtemps, mais ils commencent à essayer de faire des choses. Mais oui, mais de toute façon c'est maintenant qu'il faut faut accompagner. Et de toute façon c'est ce qu'on disait, là on a Zarco Quarta en MotoGP, on a Felon qui est peut-être là, qui reviendra peut-être pas.
Zarco et Quartararo, ils ont pas encore 15 ans devant eux, donc si là on déniche pas des pilotes français, on va avoir un moment avant d'en avoir. Mais le problème, les pilotes français, tu les déniches surtout en championnat étranger et pas forcément en FSBK. C'est ça. Et là, on le voit de toute façon, le De Bis qu'on a pu voir en Moto2 qui est revenu en Superbike français, là il est en World Superbike, mais il reviendra pas en Moto2 par exemple, alors que c'est un mec capital. Du coup, ça me permet de rebondir sur le Superbike mondial. Stéphane, toi qui suis assidûment, est-ce que tu peux nous donner rapidement les résultats des dernières courses? On va parler du Super Sport. Donc en catégorie 600 à Barcelone, c'est couru la dernière manche. En course 1, c'est Nicolo Binega qui s'est imposé devant Schroeter et Sofoglou, donc le neveu d'eux, qui en course 2 a fait une très très belle course puisqu'il s'impose devant Schroeter et Mansi. Alors ce qui donne au classement mondial, Boulega en tête avec 152 points devant Schroeter qui a 33 points de retard sur le pilote Ducati, puis de Manzi qui a 36 points de retard sur Boulega, et il faut aller à la 6e position pour voir Valentin Debise qui lui compte déjà 87 points de retard sur le leader. Mais à noter quand même que Debise faisait quand même depuis Assen de très belles courses puisqu'il a fait 2 fois top 4. Il a même été en mesure de se bagarrer pour la victoire à Barcelone. C'est vraiment cool. Ouais, mais je crois qu'il a eu des problèmes de pneus en course 1 qui fait qu'il a un peu rétrogradé. Et en course 2, il a fait pareil, une super course. Et donc, comme on disait, à noter la victoire du neveu de Sofoglou. Donc, ça veut dire que la relève turque est peut-être assurée, la relève de Toprak. Mais en tout cas, une belle filière turque en mondial Superbike. Oui, il y a Khan, le frère de Denis. Non, je note, pour rebondir sur Super Sport, que Marcel Schroeter est deuxième sur une MV Agusta, donc ça fait longtemps qu'on comme Sofoglou, son coéquipier. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les MV à ce niveau-là en mondial, donc ça c'est bien de les revoir sur le devant. Et ils ont fait un très beau week-end à Barcelone, justement. En 1000, ça a été le hat-trick pour Bautista, de toute façon, comme toutes les courses. Trop facile. Et alors qu'on lui a retiré 500 tours minute. Ça leur en plus, et puis c'est tout. 250. Ah oui, et on a rajouté à Kawasaki 500. 250, je crois qu'on en a rajouté. On est bon en match, c'est qui on peut le sait bien. Bon, je crois bien, mais peut-être que tu sais mieux que moi. Non, j'ai un doute maintenant. Et donc, Toprak finit deuxième de toutes les courses. Et en course 1, donc, c'est Ray qui va finir troisième. En super sprint, ça va être Locatelli. Et en course 2, Rinaldi. Bon, et lui, pour le coup, un peu loin avec la moto. Cette année, il est vraiment loin. Non, c'est pas dur à retenir les classements au Superbike. Ouais. Ah, il y a eu des. Je vois qu'on a le même classement, Pierre. Vas-y. Et merci. Donc, ce qui donne au championnat du monde, rapidement, Bautista, donc, est leader avec 236 points, suivi de Toprak, qui est déjà à 69 points de retard. Locatelli est troisième avec 103 points de retard, et Ray est quatrième avec 136 points de retard. Côté français, ce qui nous intéresse, c'est Loris Bas qui est 17ème avec 9 points. Il va être content de la donner à Toprak, sa moto. Compliqué pour lui. Moi, j'espère que Toprak il va aller prendre la pole position à Bautista parce qu'il y en a un. Si Pecco gagne et que Bautista regagne, on est foutus, les gars. Et pour préciser, Lorenzo Baldassari, donc qui roule pour le GMT, 18ème. C'est vrai, merci. Et lui aussi est compliqué. Ouais. Mais je pense que c'est pas simple. Mais est-ce qu'il a lancé le moto de ponçon en termes de mécanique, qu'est-ce qu'il dispose aussi? Bon, on a fait le tour de ces catégories. C'est tout pour nous. On se retrouve très vite pour le débrief du Grand Prix du Mugello qui aura lieu le 10 juin. En attendant, on se retrouve sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Discord. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les bonnes plateformes qui diffusent que des très bons podcasts. Et on se retrouve très vite. Et moi, je vous dis merci les garçons et on va couper les micros pour aller boire une bière pour une fois qu'on enregistre tous ensemble. On est chez Odette et Aimé ce soir. Merci à vous pour l'accueil. Juste, je précise, la coupure entre Le Mans et le Mugello, c'est n'importe quoi. C'est trop long. C'est beaucoup trop long parce qu'après tu vas enchaîner 3 week-ends de suite et c'est la merde. Est-ce qu'il y a des moments de développement fait dans 3 semaines comme ça? Non. Je pense que les teams et les pilotes sont contents d'avoir des vacances. J'ai déjà les vacances d'été. Bon allez, merci les garçons, à très vite. À bientôt. Ciao.